Émission 774. Cette semaine, Weird, The Hal Yankovic Story. En direct de Montréal, Québec, Canada, vous écoutez, oui, les mystérieux étonnants. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Les Mystérieux Étonnants, une émission en balado-diffusion consacrée au BD et à l'ensemble de la culture populaire. L'ensemble? Benoît Mercier au micro et cette semaine, je suis entouré d'une équipe dont les membres sont weird, mais c'est bien correct. Je vous les présente à l'instant. Le premier était prêt bien avant Mariah Carey pour Noël. Simon Chénier est avec nous. Salut Simon. Salut. La question sur toutes les lèvres, Simon. Est-ce que Ouais. tu as fait ton sapin le 1er novembre? Non. Non? Il est toujours pas fait. Oh, qu'est-ce que t'attends? D'avoir un peu de temps pour le faire. Ouais, l'apprécier. Il faut se C'est mettre dans ça, le mood. C'est ça, je veux pas le faire rapidement. Je veux comprends. avoir une journée là, tranquillos à faire ça. Mais là, il fait frais à Montréal. Peut-être ça va te mettre dans le mood. Ah, d'ici le peut-être. week-end. On verra. Peut-être. On verra. Un grand dossier sur l'arbre de Noël de Simon qui s'en vient dans les prochaines semaines. Aïe, aïe. Le dernier, montrez-lui le livre que vous lisez et il vous le dira qui vous êtes. Gauthier Langevin est avec nous. Salut Gauthier. Salut, je suis le Zoltar de la librairie. Oui, c'est ça exactement. Je veux être grand Gauthier. Ta chronique d'ailleurs a fait des petits-enfants, des petits bébés parce que dès le lendemain, il y a quelqu'un qui, en fouillant dans une bouquinerie, est tombé sur les agents que tu avais recommandés. Et sur le Discord, hier, encore une fois, durant la lutte, le monde me demandait c'était quoi le titre du livre dont Gauthier nous a parlé, puis ils l'ont commandé. Yeah. C'est le fun, ça fait... Ben oui, c'est le des fun de savoir répercussions. qu'on sert à de quoi, tu sais. Ben oui, c'est ça. Comme je te disais qu'on fait pas juste parler dans le vide. C'est Exact, bien ouais. fun. Nourrir l'abysse à coup de rien qui sert à rien. Non, ça Ouais. sert à des choses. Ok, C'est ça, tu sais, puis avertissement, là, trigger warning pour le roman Les Agents, là, tu sais, si ça va pas bien dans votre vie, si vous contemplez déjà un peu l'abysse, là, comme, tu sais, écoutez-vous un petit Rick et Morty à la place, là, hein, Ouais, avant ouais, de avant. plonger. Donc, c'est glauque, c'est pas Ben, c'est facile. ça, c'est très nihiliste, il n'y a pas d'espoir. Ah. Donc c'est réaliste. Oh! Oui, hot un takes. peu. Ouais. Ben, Un peu. Mais Rick c'est and bon, Morty. c'est bon. Rick and Morty, c'est un peu nihiliste aussi. C'est pas la Ben oui, même mais zone. c'est ça, mais c'est parce que, tu sais, je parle pour mes semblables, là, tu sais, les personnes pessimistes mais heureuses, là, tu sais, qui ont besoin de divertissement de qualité. Donc, Ouais, Rick et ouais, Morty, c'est pour quand, tu sais, t'as besoin que ça aille bien, mais que t'es un nihiliste. Puis là, après Ouais. ça, tu peux aller dans plus deep. En plus deep en littérature. OK, Ouais. je comprends. C'est un bon... Fait que les nihilistes... comment t'as dit ça? T'étais un nihiliste heureux? Non, Nihiliste? un pessimiste heureux. Un pessimiste heureux. Je pense qu'il y a deux types de Ouais. personnes dans la vie, les pessimistes heureux, puis les autres qui sont dans l'ignorance totale. Fait que Bon, j'ai mis ma ligne là, OK? Là, c'est ça que j'ai fait. ok. Hey, notre ami Jake Dion ne sera pas avec nous autres cette semaine. Il a pogné un méchant virus. J'espère qu'il va bien. Il avait l'air à pas filer tout à l'heure quand il nous a parlé sur le Discord. Ouais. Sur le Facebook. Alors, envoyez-y là, l'énergie Des oranges. positive. Oui, des oranges aussi. Des poivrons crus. Manges-tu des fruits, Jake? Pas sûr que... Moi, je pense que oui. Quand il est malade, là, il prend les. Ben, tu sais, à part quand il Ouais. boit trop de sirop, là, Ouais, les 2-3 fois qu'il a trop bu de sirop, puis on dirait qu'il Ouais. comprend pas. Mais Laurent sera avec nous tout à l'heure, Laurent Boutin. Et d'ailleurs, j'ai entendu dire que si vous frottez la barbe de Laurent Boutin sur votre bedon, ça porte chance. En tout cas, Ah. j'ai vu ça sur Internet. D'après moi, c'est vrai. Ça fait partie du monde qui nous vend des talismans dans le chat à droite durant la diffusion de l'émission les lundis. après, il faut juste passer un Ouais, rouleau c'est ça. collant un petit peu. Oui, c'est ça, c'est comme un chat, t'as trop de poils sur toi. Fait que, ouais, on lui souhaite bonne chance à Simon, pas Simon Magic, mais Laurent sera avec nous tout à l'heure. Je voulais juste adresser un petit truc avant de commencer l'émission parce que j'ai reçu un message au courant de la semaine dernière de Tom Lafont qui me demandait de mettre l'entièreté des épisodes des Mystérieux Étonnants sur le fil RSS auquel vous avez accès quand vous êtes abonné sur Spotify, sur Apple Podcasts, Google Podcasts et compagnie. Il y a une restriction au niveau du RSS à 300 épisodes. Je sais qu'on peut l'augmenter, mais c'est déconseillé et je sais que nous, par le passé, ça nous a causé beaucoup de problèmes. Donc, c'est limité à 300. Sachez donc qu'à chaque fois qu'il y a un nouvel épisode qui s'ajoute, il y en a un qui s'en vient, mais l'entièreté des archives est disponible sur mystérieuxétonnant.com dans la section des Mystérieux Étonnants. Donc, tout est là en ligne. C'est juste un petit peu plus compliqué pour aller les écouter parce qu'il faut y aller manuellement. Mais l'entièreté est là.
Je vais consulter Eric, notre webmess, voir s'il y a possibilité d'en rajouter. Mais sachez que ce n'est pas par malice ou par paresse, c'est à cause de restrictions techniques. Mais depuis que j'en avais parlé il y a quelques semaines, mais depuis que Tom m'a écrit, je me dis, je vais le dire à la fin. Je vais le dire quand je fais la mention des plateformes que l'entièreté est disponible en archive sur notre site Internet. Donc, merci de nous avoir écrit. Ça va sûrement adresser une situation que d'autres personnes... Si une personne se pose la question, il y en a d'autres qui se l'ont posée aussi, puis qui n'ont pas eu de réponse. C'est sûr. C'est sûr. Et voilà. Et en parlant de c'est sûr, autre petite annonce, nos amis Julien Bernatchez et Guillaume Saint-Cyr, avec qui je fais le podcast exclusif des Mystérieux Étonnants, Bifurcation, auquel vous avez accès en échange d'une contribution Patreon, ont relancé le podcast Box Office sous une nouvelle mouture qui s'appelle maintenant Opération Beurre de Cinoche. Donc, c'est Julien Bernatchez accompagné de Guillaume. Et leur premier épisode était aujourd'hui 16h30 sur la plateforme choc.lol. Un petit peu lugubre comme station. Donc, c'est en direct et disponible en archive après. Mais, je pense que c'est coche.lol. FM, ouais, hein? Ouais, je pense que c'est ça. Radiocoche.fm. Je pense que c'est ça. Ouais, ça me dit quoi. Donc, voilà, leur podcast est relancé pour les gens qui sont intéressés. Puis, on le voit là, quand on regarde sur les différentes plateformes. Vous voyez celui des Mystérieux et les podcasts qui sont liés, ben, c'est souvent des podcasts de nos chums. Donc, on fait partie de la grande famille des Mystérieux. C'est une petite constellation. Fait que je tenais à souligner le retour du podcast. Fait que c'est ça, messieurs, mes annonces en début de show. Qui veut commencer les nouvelles cette semaine? Ça te tente-tu, Simon? Toi qui n'étais pas la semaine passée. Tu veux-tu te réchauffer avant? Veux-tu qu'on passe à Gauthier? Non, je peux tout de suite vous garocher les sorties Blu-ray, je pense que... Ouais, ton petit appetizer. Ouais. La première sortie que je vais vous parler, c'est le film Earth Girls Are Easy. Une comédie de 1988 qui sort sur la collection Vestron Collector's Series. Vestron. Ouais, que Vestron, en fait, c'est une vieille compagnie de distribution. Puis là, c'est Lionsgate qui a ressorti des Blu-ray sous cette étiquette-là, dont le classique Chopping Mall, et les Wishmaster, et les Warlock, et les Waxwork. Ils ont décidé de sortir tous les films en W. Ouais, c'est ça. Ils ont commencé par la fin, puis ils s'en vont vers les A. Tranquillement. Puis, donc, Earth Girls Are Easy met en vedette Gina Davis, Jeff Goldblum, Jim Carrey, Damon Wayans. What? Et Michael McKean. Donc, what the fuck? Gros cast. OK. Ouais, j'étais pas prêt. C'est réalisé par Julian Temple, qui est surtout connu comme un réalisateur de clips pour des bands, dont Rolling Stone et S-Club 7. Oh oui, je me souviens de S-Club 7. Ouais, S-Club. Gonna show you how. Je me souviens d'avoir écouté en plus le show S-Club. C'était pas mauvais comme show, il me semble. Il y avait une saison que leur propriétaire, c'était Linda Blair, la fille de l'Exorciste. C'est vrai, ça, je me souviens pas de ce détail. Ouais. Ah, super, hein, comme information. Donc, voici Earth Girls Are Easy. Le Google Translate, c'est 3 extraterrestres à fourrure lors d'un long voyage dans l'espace deviennent très excités lorsqu'ils captent un signal de diffusion capricieux. Les images titillantes sont des créatures galbées sans poils appelées, entre guillemets, femmes. What the fuck is that? Ils suivent le signal vers la Terre et finissent par s'écraser dans la piscine de l'une de ces créatures, Valérie. Bientôt, les extraterrestres irrésistibles deviennent le sujet de conversation de la ville et causent toutes sortes de ravages. L'un des extraterrestres, Mac, tombe amoureux seulement pour avoir le cœur brisé. Penses-tu que c'est Mac et moi ou ça par rapport? Je pense pas. Non, OK. Après avoir réparé leur navire, ils se préparent à partir. Alors qu'ils se disent au revoir, Valérie a une révélation qui surprend tout le monde, même elle-même. Donc, on verra. Je me souviens d'avoir regardé ça, puis c'était pas... tu sais, c'est plus un objet curieux parce que le cast est quelque chose, mais c'est pas super bon. Moi, je me rappelle parce que il en parle souvent dans des anthologies de science-fiction, de cinéma de science-fiction de ces années-là. Genre, c'est tout le temps un film qui revient, puis que personne n'a vu, mais qui est tout le temps cité, genre. Peut-être à cause de la distribution, comme tu dis. Là. C'est quand même une grosse distribution, même pour l'époque.
Ouais, ben, tu sais, je pense que Jim Carrey et Damon Wayans, c'est peut-être qu'ils venaient de commencer In Living Color, qui était le show de sketch. Puis Jeff Goldblum, ben, 88. Ben, Gina Davis et Jeff Goldblum, vous pouvez faire un doublé avec The Fly. The Fly, c'est ça. Donc, voilà pour ça. Sinon, il y a le film Trancers 4, Jack of Swords de 94 qui sort chez Full Moon Picture. Je vais commencer par le Google Translate. Vas-y donc. Mais là, l'affaire, c'est que l'histoire est très... elle fait référence pas mal aux autres d'avant. Fait que ça se peut qu'on soit un petit peu perdu. Ouais. Jack est de retour vers le futur. Ayant depuis perdu Lena, il découvre qu'il a perdu son autre épouse, Alice, au profit de Harris. Okay. Comment il découvre ça? Ça arrive. Tu peux pas découvrir ça, non? Ben, vu qu'il revient du futur. Ouais. Tu sais, genre sa blonde qui s'est faite dans le passé. Là, il l'a perdu dans l'autre film d'avant, j'imagine. Mm-hmm. Fait que là, quand il revient dans le futur... Il découvre qu'elle est plus là. Que lui était marié aussi, parce que Trancers, c'est tu te déplaces du corps... tu déplaces ton esprit dans le corps de ton ancêtre. Comme dans Assassin's Creed. Voilà. Voilà la genèse d'Assassin's Creed. Trancers. C'est qui déjà le créateur d'Assassin's Creed? Patrice ou Patrick Desilets, là, c'est ça? Patrice? Mon Dieu. En tout cas, on a trouvé. Pat, on t'a trouvé. On a trouvé ton... t'as rien inventé, mon homme. Fait que c'est ça, vu qu'il revient dans le futur, dans son présent qui est notre futur, peut-être que là, la femme qui avait... En tout cas, hey, écoute, là, excusez, c'est juste une question de savoir. En partant pour une autre mission, quelque chose ne va pas avec la chambre TCL. Jack se retrouve dans une nouvelle dimension plus dangereuse. Il rencontre également une version différente de Trancers. C'est Creeps. Ont le contrôle total de cette nouvelle planète et Jack accepte d'aider un groupe rebelle connu sous le nom de Tunnel Rats à écraser le règne du maléfique Lord Caliban. Donc, voilà. Mm-hmm. C'est réalisé par David Nutter, qui a fait, entre autres, 15 épisodes des X-Files. Oh! Et des épisodes... C'est un réalisateur de télé, là, tu checkes son CV, puis c'est quasiment toutes les séries, là, jusqu'à Game of Thrones. Mais aussi, ce qui est intéressant, c'est que c'est écrit par Peter David, et oui, l'auteur de bande dessinée de Hulk et de X-Factor et de bien des affaires. Ouais. Donc, et ça met en vedette Tim Morrison et Stacey Randall et d'autres gens dont le métier est d'être acteur ou actrice. Ça donne bien, hein? Ouais. C'est un film. Ouais, c'est ça. Et il y a aussi Trancers 5, Sudden Death. Il y en a 5. Oui, qui est sorti. Ben, je pense qu'il y en a 7, en fait. Mais là, il est sorti la même année et clairement, c'est réalisé par la même personne, écrit par la même personne, les mêmes acteurs. Fait que c'est vraiment tourné en même temps. Mais là, c'est bienvenue, Jack Death, pour un autre tour avec les Trancers. OK, c'est comme genre... un mot pour te dire « Hey, il est de retour! » Salut! Il doit retrouver le chemin de retour depuis le monde d'Orphée dans d'autres dimensions où la magie fonctionne et les Trancers sont la classe dirigeante. Okay. Cependant, la quête de Jack pour trouver le mystique Tiamond dans le château de la terreur implacable peut être peut être contrecarré par le retour de Caliban, roi des Trancers et autrefois considéré comme mort. Ah, ben écoutons. Soyez témoins de la conclusion explosive de la saga Trancers, ou est-ce... Ben non, il y en a 2 autres après. Ben, c'est ça, mais c'est parce que je pense que Jack Death est quasiment pas dans les autres d'après. Okay. Fait que, voilà. Sinon, si vous avez le goût de voir du monde beau un peu s'entre-déchirer, s'haïr et se manipuler et se poignarder dans le dos et tout ça. Occupation double. Oh! Bravo, guys! Gauthier. Bravo. Yes! Mais c'est parce qu'ils sont pas si beaux que ça à OD. Tandis que ici, ben là, ça dépend des goûts, là, mais ici, on a James Spader et Match Chen Amick. Hey, donc, lui, là, il est sexe. Ben non, c'est une fille. Ah, fuck. C'est la jeune serveuse en Twin Peaks. Là.
Ah! Ouais, ok, je sais qu'il est très joli. C'est ça. Donc, c'est un film de 93 que j'ai vu il n'y a pas si longtemps, qui était très... c'est pas, je dirais pas érotique, mais très horny. Qu'est-ce que tu voudrais dire par très horny? Genre? Il n'y a pas de foufoune, mais il y a une vibe. Il peut en avoir, mais il y a plus une vibe. Puis, tu sais, c'est vraiment, ils sont filmés, puis ils sont beaux, là. C'est comme s'il y avait du glow, là. Ouais. C'est ça. Mais c'est un thriller aussi. Donc, Ray est un jeune, charmant, prospère et propriétaire d'une société d'architectes prospères. Wow! Bravo pour le double prospère. C'est-tu prospère comme entreprise? Semblerait que prospère. Cependant, il a récemment traversé un divorce très douloureux. Ses amis essaient de lui remonter le moral en lui montrant les côtés positifs du célibat, mais pour Ray, le mariage et la stabilité sont tout simplement trop importants. Mais lorsqu'il rencontre Lena, sa morosité est vite oubliée. Elle est belle, sensuelle, mystérieuse et il est attiré par elle comme un papillon de nuit par une bougie. Arc! Par une bougie? Ouais, c'est dégueulasse, un papillon de nuit. Ouais, c'est répugnant. Il aurait pas pu choisir genre une mouche, je sais pas. C'est moins pire qu'un papillon de nuit. Ils se marient rapidement et leur premier enfant... OK. Et Ray vit dans un bonheur total. Donc, OK, ils ont eu un enfant, bravo. Mais alors que des incidents étranges se produisent qui éclairent le passé de Lena, Ray réalise lentement qu'il ne sait presque rien d'elle. Qui a-t-il vraiment épousé? Bonne question. Ouais, c'est ça. Sinon, rapidement, il y a deux sorties direct en vidéo, donc des films de 2022. Il y a The Enforcer, qui est avec Antonio Banderas et Kate Bosworth. C'est un exécuteur doit tout sacrifier pour sauver une jeune fille avec laquelle il s'est lié d'amitié avec son patron femme fatale qui est impliqué dans le trafic de cybersexe. Wow. Le trafic de cybersexe. Ouais. Comment on trafique ça, du cybersexe? Par les tubes. Par les tubes. Les intertubes. Et il y a The Most Dangerous Game avec Casper Van Dien, Tom Berenger et Judd Nelson. C'est un père et son fils sont échoués après l'explosion de leur bateau à vapeur. Les hommes trouvent refuge sur une île mystérieuse où leur infâme hôte leur révèle que l'île est sa réserve de gibier où les êtres humains servent de chasse ultime. Ben là, ça, c'est The Most Dangerous Game, mais c'est ça le titre que tu as dit, non? Version remake, là, parce que c'est un vieux film. Ouais, je sais pas si c'est un remake officiel, mais voilà. Aussi, vu que Noël s'en vient, il y a plusieurs films de Noël qui sortent en 4K, dont qui sont pas mal sortis la semaine passée. Il y a Christmas Vacation, il y a Elf, il y a Christmas Story, Holiday Inn. Il y a aussi toutes les Rackin' and Bass, dont Santa Claus is Coming to Town, Frosty the Snowman, Rudolph the Red-Nosed Reindeer. Et pour ça vous tente pas, il y a aussi Piranha de Joe Dante en 4K. Et je vais juste terminer en disant qu'il y a des choses qui s'en viennent qui sont vraiment cool. Il y a Vestron, que je parlais tantôt, qui sortent un coffret des trois... il y a une quintologie, c'est sûr qu'on regarde la 5, des Silent Night, Deadly Night. Le premier et le 2 sont déjà sortis en Blu-ray sur Shout Factory, mais là, il y a Vestron qui sort le 3, 4, 5 dans le même coffret. Nice. Donc, ça me rend très heureux. Il y a 88 Films qui sort un coffret de In the Line of Duty 1 à 4, et il y en a 3 sur 4 que c'est avec Michelle Yeoh, et il y a le deuxième qui s'appelle Yes Madame, qui est avec Cynthia Rothrock et Michelle Yeoh. Donc, si vous aimez le Kung Fu, Michelle Yeoh et Cynthia Rothrock ont travaillé ensemble. Je ne savais pas ça. Yes, Madame. Le film est très bon pour les scènes d'action et très cabotin pour l'humour. Fait que, c'est ça, les films de Hong Kong, c'est tout le temps pas mal ça. Et il y a Shout Select qui sort de Jackie Chan Collection Volume 1 de 76 à 82, dont il y a 7 films de Killer Meteors, Shaolin Wooden Man, To Kill with Intrigue, Snake and Crane Art of Shaolin, Dragon Fist, Battle Creek Brawl, ça là, c'est ça que j'ai vu dans la gang, et Dragon Lord.
Ça, tu l'as commandé parce que tu l'as partagé sur le. Je ne l'ai pas commandé encore parce que. Je sais pas. C'est dispendieux, mais c'est plus, je sais pas où l'acheter encore, là, quel magasin je vais encourager. Okay. Puis si je l'achète directement sur Shout, ben ça coûte très cher. Ouais, c'est ça, le shipping est plus cher. T'as-tu une garantie, par contre, quand t'as un shipping qui vient avec Shout? Parce que tu commandes souvent 2, je me demande s'il y a des. C'est rare que je commande 2 directs. Okay. Ça fait longtemps, puis j'avais pas de problème, mais tu sais, si mettons je commande de Severin Films ou de Vinegar Syndrome, le service est impeccable, j'ai jamais de problème. T'as jamais eu genre le facteur ou qui a comme scrappé ton truc là? Non. Ça, comme ça arrive, des fois, ils livrent des vinyles puis ils cassent en 2. Ouais, non, ça arrive avec Amazon, là, mais pas avec ceux-là. Je comprends. Merci, Simon. Ça a l'air très cool. Une bonne sélection là, qui s'en vient quand même. Monsieur Gauthier, est-ce que tu veux enchaîner? Certainement. Moi, j'ai eu envie, en fait, de réécouter un documentaire qui m'a, suite à notre visionnement du film de cette semaine, qui est Weird Al. Yes. Et puis, en fait, c'est parce que il y a un commentaire, il y a un commentaire comme social un petit peu dans Weird Al. Là. On va en parler tantôt, là, mais ça m'a fait vraiment penser au documentaire Les Sparks Brothers. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Ça me dit rien. C'est quoi, oui. Ouais, c'est un documentaire sur Netflix qui est encore disponible d'ailleurs, là, où Edgar Wright, en fait, le réalisateur de Hot Fuzz, puis de plein d'autres films. Là. Last Night in Soho. Ouais, c'est ça. Was End. Et puis, lui, en fait, c'est un fan du groupe Les Sparks. Et il a décidé de faire un documentaire de comme 2h30 sur ce groupe-là qui était plutôt méconnu jusqu'à ce que ce documentaire-là sorte là, par le commun des mortels, mais qui était très, très, très populaire au sein des groupes de musique. Puis je pense dans le trailer du documentaire, justement, là, on dit que dès que tu embarques dans un bus de tournée, tu as tout le temps comme un album des Sparks qui joue. Puis c'est vraiment intéressant d'en apprendre sur ce groupe-là, super méconnu. Ces deux frères qui ont commencé à jouer de la musique dans les années 60. Ils ont comme 25 albums, ou 26 maintenant, je pense, 26-27 albums à leur actif. Ces deux frères-là ont marqué chaque époque importante de la musique avec un album. Ils ont été en avant même de plusieurs vagues musicales. Ouais, leur espèce d'album punk avant le punk. Là, c'est ça. L'album électro avant que l'électro pogne. Là, c'est ça. Ils ont toujours été un petit peu en avant de leur époque. Donna Summers venait de sortir un album disco, puis eux, ils ont décidé de faire un album quasiment techno là, après. Puis ils ont été très populaires en Europe. Puis c'est des gens qui composent de la musique toujours avec un certain sens de l'humour. Il y a tout le temps, quand tu écoutes les paroles, la toune a l'air comme super classique, mais dès que tu te mets à écouter les paroles, il y a un deuxième sens vraiment très drôle qui embarque. Puis pas des théories, là, mais une des opinions en fait qui est énoncée dans le documentaire, c'est que justement, compte tenu du fait qu'ils sont quand même drôles et qu'ils ont un sens de l'humour, les gens les ont pas vraiment pris au sérieux. Oh, ça fait écho à tantôt, comme tu disais. Ouais, c'est ça. Puis c'est vraiment un bel exemple. Puis dans le documentaire, on voit Weird Al, c'est un ami des frères Sparks. Et puis c'est juste incroyable de voir que ces deux messieurs-là, qui maintenant ont comme plus de 70 ans, continuent à sortir des albums, peu importe quand ça a mal été dans leur vie. Il y a eu des gros passages à vide dans la fin des années 90. Ils ont tout le temps continué à faire de la musique. Ils ne se sont jamais lâchés. C'est comme une incroyable histoire de résilience. Puis ça m'a vraiment fait penser à Weird Al. Je trouve que c'est vraiment un super beau complémentaire à ce dont on va parler tout à l'heure. Ouais. C'est aussi de la musique qui est très inspirée par Hollywood, par c'est ces deux gars de la côte ouest. Donc, il y a beaucoup de références à la culture populaire, justement, aux films. Je vous recommande chaudement là, d'aller écouter les albums des Sparks. Pour un fan de couverture comme moi, c'est aussi un groupe qui fait des très, très, très belles pochettes de vinyle. Bon. Ils ont toujours été avant-gardistes aussi dans leur manière de designer leurs pochettes de vinyle. Si vous voulez un exemple, tapez dans Google « Kimono My House » vinyl cover. Vous allez voir de quoi je parle. C'est débile.
Fait que c'est ça. Si jamais vous aimez Weird Al, que vous êtes un fan de musique, même si vous n'aimez pas Weird Al, si vous aimez la musique, de façon en général, allez ou l'histoire voir de la ça. musique. Rappelle-nous le titre, Gauthier. Le documentaire s'appelle The Sparks Brothers. C'est réalisé par Edgar Wright. Nice. Et puis, le groupe s'appelle Sparks. Il y a eu d'autres noms avant. Je me rappelle plus tout à fait. Mais comme le premier album, leur band avait un autre nom, mais je me rappelle plus. J'ai un blanc. Excellent. Le doc est disponible sur Netflix ou sur iTunes.com. Hey, vous avez sûrement vu les nouvelles passées. Si vous suivez les Mystérieux Étonnants, vous êtes au fait de ce qui se passe dans la culture pop. On a perdu 2 grands géants au cours des derniers jours. Je trouvais ça important quand même de le souligner. Un du côté des Américains, de nos voisins du Sud, et ici au Québec. Commençons par les Américains. Le légendaire acteur Kevin Conroy, qui a incarné la voix de Batman pendant plus de 30 ans, est décédé à New York des suites d'un court combat contre le cancer. Il avait 66 ans. Conroy a participé à plusieurs séries de télévision avant que sa trajectoire, en fait, la trajectoire de sa carrière prenne un tout autre sens. Il a après incarné en 92 la voix de Bruce Wayne et Batman dans la Batman Animated Series, qui 30 ans plus tard est considéré comme un chef-d'œuvre télévisuel et pour certains l'interprétation ultime de ce qui est le personnage de Batman. Ça a été diffusé de 92 à 96 et ça a été suivi par la suite de près d'une 60aine de productions pour laquelle Kevin Conroy a donné sa voix. On parle de 15 films, de 400 épisodes de télévision et bien sûr de jeux vidéo. On fait référence ici au Arkham Asylum, les jeux. Et je voulais vous faire passer un petit extrait. Vous connaissez la plateforme Cameo, les gars? C'est une plateforme à laquelle les gens, les vedettes peuvent... on peut payer, puis là, une vedette peut envoyer un message. En Gauthier, disons, tu tripes sur... je sais pas, moi, c'est qui l'auteur de science-fiction que tu aimes le plus, mettons? Là? William Gibson. William Gibson, s'il était sur Cameo, je sais pas, il envoie un genre de 300$, puis il va dire « Salut Gauthier. » Hey, je capoterais. Benoît m'a demandé de dire que tu es un super de bon auteur, puis puis voici, bonne chance, bonne fête. Et Kevin Conroy, il était sur la plateforme Cameo, et quelqu'un proche de l'auteur américain Sean Murphy, qui a écrit White Knight, a demandé de lire un moment de la BD de Sean Murphy pour Sean Murphy. Et ce que je trouve intéressant dans cet extrait-là, c'est que non seulement on y voit la prouesse de la voix et l'unicité de la voix de Kevin Conroy qui, contrairement à ceux qui sont venus par la suite, n'est pas en train de parler de même. T'sais. Il y a une voix très particulière, ça a des vraisons très particulières, très uniques, mais en même temps, ce qu'il dit en tant que Batman et ce qu'il dit à la fin en tant que Kevin Conroy, ça m'a beaucoup touché face à la situation dans laquelle on est, qui est en fait son décès. Donc, je vais faire jouer l'extrait. Écoutez-le bien, écoutez ce qu'il dit, c'est assez fascinant. One day when I leave you a note like this, what would I say? Probably something that tries to protect you. Something you can draw upon in your darker moments. Something that will make up for my mistakes. Something about why I still fight as Batman. That it isn't out of a duty to avenge my parents. The reason I keep fighting is for you. Because I want to leave you a safer Gotham that you can be proud of. So that one day you can take off the masks. Okay, Sean, that reading was booked by your friend Jeffrey Martin. Because he so admires all the work you do and how much you've accomplished. And I have to say that's beautiful writing. And it was a privilege to read it. I feel so fortunate to play this character for 30 years, to inhabit this man, this complicated, conflicted, damaged man. Who just wants to leave the world a better place. Sinon, on a perdu le scénariste et dessinateur Pierre Fournier, qui est décédé à l'âge de 72 ans des suites d'une maladie neurogénérative qui
il souffrait depuis plusieurs mois. On savait que la fin s'en venait. Il a marqué l'histoire de la BD du Québec. C'est un des principaux collaborateurs du magazine Crow dès sa fondation. Pendant les années 70-80, il a créé le personnage de Captain Québec et co-créé le personnage de Red Ketchup en 82 avec son acolyte Réal Godbout. C'est triste, mais en même temps, au moins il ne souffre plus. Je pense que c'était pas évident à la fin. Mais c'est deux grands piliers de la culture populaire américaine et québécoise qu'on a perdu dans les derniers jours. Voilà ce que j'avais pour vous, messieurs. Simon, est-ce que tu veux enchaîner? Je peux bien. Est-ce que vous voulez que je vous fasse un petit retour sur la lecture des X-Men? Si je veux. Et il faut que tu dises aux gens ce qui s'est passé, là. Simon, t'es arrivé à la fin de ton cycle. Je sais pas. Dis pas que tu vas mourir demain, là. C'est pour ça j'ai fini. Un des objectifs que j'avais, c'était de lire toute la run de Chris Claremont, qui a duré 16 ans sur les X-Men. Je suis arrivé à son dernier numéro. Oui, il va revenir plus tard. Là, il va écrire d'autres trucs, mais tu sais, 16 ans non-stop. J'ai fini ça. Ça s'est fini dans les trois numéros de X-Men quand il y a eu une deuxième série qui a été faite, puis que le numéro 1, c'est le numéro de comics le plus vendu de ever. Là. Peut-être ça a été battu là, par Superman, là, mais je ne sais plus. Par la mort de Superman. Mais c'est ça. Là, c'est X-Men 1, 2, 3, et je dois dire que quand je suis arrivé à la fin, les dernières pages m'ont un peu rentré dedans. J'ai eu une émotion. J'ai eu une émotion. Ça a aidé que ce qui se passait dans la BD marchait avec la musique que j'écoutais. T'sais. Mais aussi de voir, il y a une petite banderole à la fin qui s'est marquée 1975 puis 1981 fin. Puis j'ai fait comme, oh, OK, ouais, c'est... Puis l'affaire, c'est que c'est... Il a quitté dans des pas bonnes conditions. Non, c'est ça, pas super. Mais il a quand même réussi à faire un 3 derniers numéros assez exceptionnels. Puis ce que j'ai aimé de juste ces 3 numéros-là, là, c'est que je les avais quand j'étais ado. Puis je connaissais les dessins, je connaissais les pages. Fait que, en revoyant ça, c'était le fun, mais aussi, là, je comprenais ce que je lisais. Parce que j'avais tout le bagage en arrière, tous les personnages, l'histoire, tout ça. Là, j'étais comme, ah, OK, là, je comprends. C'est comme familier, mais nouveau en même temps. C'est ça. Mais si je peux parler de la run au complet, de façon générale, c'est assez... C'est assez exceptionnel, ça c'est sûr, mais ça me permet de comprendre beaucoup plus les X-Men aussi. D'avoir lu ça. Après, là, à cause que j'ai lu tout ça, des fois, je relis le stock que j'ai déjà lu sur l'ère Krakoa, puis ça fait tellement de références à juste cette période-là. Puis là, tu sais, je comprends plein de niveaux de choses que j'avais pas compris quand j'avais lu pour la première fois Krakoa. Donc, des choses auxquelles les auteurs font référence, mais qu'on n'est pas obligé de comprendre, mais qui sont là quand tu connais l'histoire. Exact. Ça a beaucoup plus d'impact quand tu les connais. Tu sais. Moi, je suggère à tout le monde de le faire. De faire l'exercice si vous aimez le comic book américain, si vous aimez les X-Men. Ça vaut la peine. C'est sûr que moi, j'étais allé all-in, fait que j'ai lu tout ce qu'il y avait à côté aussi. Mais il y a peut-être ça, par contre, qui est plate, c'est qu'il y a des trucs, si vous lisez juste ce que lui a écrit, il y a beaucoup de choses qui manquent pour comprendre. Pour bien comprendre les histoires, surtout les events comme Inferno, puis plus ça allait, plus c'était compliqué à c'est pas compliqué à comprendre quand tu lis tout, mais je vois quelqu'un qui lit pas du tout X-Factor ou qui lit pas Excalibur, puis qui fait comme « Ah ouais, non, je sais qui ces gens-là. » Mais ouais, il y a aussi quelque chose avec Chris Claremont qui est vraiment le fun dans la lecture, c'est que il met tout le temps des idées un peu partout dans sa BD, puis il va peut-être y revenir 3-4 ans plus tard. Wow. Tu sais, j'ai regardé, il y a un documentaire sur Tubi
Oui. sur les X-Men de Chris Claremont. Puis Oh, wow. il en parle à un moment donné, il dit, ou je pense que c'est Louis Simonson qui en parle, dit que des fois, il se demandait quoi faire. Puis là, il dit, ouais, ben là, t'as cette idée-là que t'as amené l'autre fois, puis que t'as rien fait encore avec. Puis là, ah, ouais, OK. Fait que, tu sais, c'est bien que lui aussi, il ouvrait des parenthèses, puis à un moment donné, il va les fermer. Fait que c'est ça qui est le fun, tu sais, de la lecture, comment dire, c'est pas valorisé, mais Ouais, t'as un bonus parce que ouais. t'as lu. T'es Ouais, ben, récompensé. c'est ça, t'es récompensé c'est parce que là, il fait référence à une vieille affaire que t'as lue. C'est sûr que là, je l'ai lu très rapidement, mais tu sais, je veux dire, les gens qui l'ont lu sur 16 ans, ça devait être un petit peu plus tough à suivre des fois. Mais ouais, non, c'est vraiment c'était vraiment spécial tout ça. Ça m'a permis d'apprécier tellement plus de personnages, de plus les comprendre aussi. J'ai plein de nouveaux personnages préférés. Puis ça m'a aussi réconcilié avec le fait que c'est correct que j'aime autant Wolverine. Tu sais, à un moment donné, Wolverine, il est comme trop là. Puis c'est comme, hey, là. Ouais. Mais là, tout ce chunk-là, c'est le fun parce que là-dedans, t'as pas tout son bagage. Puis tous les nouveaux éléments, t'es vois arriver. Tu sais, tout ce qu'on sait, genre que son passé, il s'en souvient pas, puis blablabla, Weapon X, tout ça. Tu sais, tout ça, ça arrive. Plus tu le lis, puis tu sais, vu que tu connais un peu, tu sais que c'est ça, mais là, tu as plus de détails, tu as plus de chair sur l'os, mettons. Fait que, c'est vraiment... c'était vraiment toute une expérience. J'ai vraiment apprécié et c'est sûr que je continue. Là, là j'arrive, c'est ça. Là, je suis dans les années 90, donc... je suis pogné avec du Rob Liefeld, mais je suis aussi pogné avec du Jim Lee. Il y a du bon et du mauvais. C'est ça. Aujourd'hui, je me suis rendu compte que je suis rendu au numéro 50 de la série Wolverine, qui est comme, je pensais pas, je me suis dit, je vais lire un peu de temps en temps, puis là, j'arrive là, puis là, c'est une BD où il découvre son passé, puis c'est... là où je suis rendu, c'est Larry Hama et Mark Silvestri qui font la série. Mais c'est Chris Claremont qui a parti de la série. C'est Chris Claremont qui a parti Excalibur. Puis à la fin, plus ça allait, moins il en écrivait. Mais c'est vraiment exceptionnel. Puis ce gars-là, tu le vois en entrevue que c'est vraiment ses personnages. Lui, il pense tout le temps aux X-Men. T'sais. Fait que c'est ça. On a une liste de lecture que tu as mis en place, Simon, qui est encore disponible quand vous êtes sur le Discord des Mystérieux Étonnants. Vous allez dans la section BD, comic book, manga. Vous cliquez en haut sur l'espèce de pinouche. Là. Et là, vous avez accès à un Google Doc. Puis Simon a mis toute la liste de lecture parce que même les listes de lecture qui existent à l'extérieur, là, sur Internet, ne sont jamais complètes. C'est très pêle-mêle, puis Simon a pris le temps de tout faire ça. Donc, si ça vous tente, puis il y a des gens sur Discord qui ont commencé, vous pouvez aller faire vous-même votre propre lecture et marcher dans les pas de Simon. Ça t'a pris combien de temps, Simon? Tu as commencé cet été? Ben, il me semble que j'ai commencé au début de l'été, mais ça se peut que ça fasse plus longtemps, je sais pas, mais ça a passé vite. Il y en a un qui devrait être... Honnêtement, je voyais pas le... Ah oui, tu vois, OK, non. Je vais juste faire rentrer notre ami Laurent Boutin, parce que je disais un personnage qui devrait être aussi important que Wolverine, c'est notre ami Laurent Boutin. Mais tu peux continuer, Simon. Oui, boy. Vas-y donc, qu'est-ce que ça veut dire, Simon? Je me souviens plus. Pas important. OK, parfait. Pas grave. OK. Salut, Laurent! Salut! Ben, en fait, je suis comme Wolverine parce que pendant que je fais le show avec vous, je suis aussi dans 6 autres podcasts en même temps. OK, wow! Okay, ouais, génial. C'est bon. C'est pas de même qui marche, lui. C'est comme ça une qu'il fonctionne. ubiquité spectaculaire. Et le pouvoir du Christ, il peut se multiplier. Oui, c'est ça. Il peut être dans Avengers. C'est ça, son vrai pouvoir de mutant, je pense. Il fait du multitask en tabarnak que Wolverine. Là. Pour un gars que ça n'a jamais l'air d'y tenter de rien pantoute, là, il en fait des affaires. Bien vu, Laurent. Laurent, puisque tu es là, est-ce que tu veux partager une de tes nouvelles? On va commencer avec ça. Tabarnouche, c'est pas de vite. Avez-vous parlé de Pierre Fournier avant que j'arrive? Oui, juste avant, et de Kevin Conroy. C'est bon. Oui. Je voulais pas qu'il soit oublié parce que ça m'attriste quand même. Là. Ben c'est oui. des gens
des gens qu'on connaît. C'est un petit milieu, la bande dessinée au Québec. Puis là, c'est proche. Conroy, ça m'a fait vraiment de quoi? Ça m'a quand j'ai fait ça me tente. Ouais, ok. Tu sais, puis ça fait partie de la vie, on s'entend. Tu sais, on a l'avantage de patauger au pied de leurs œuvres. Là. Tu sais, ils ont marqué l'imaginaire puis la culture populaire, mais ça fait quelque chose. Tu sais, ça fait quelque chose. Ben oui, c'est vrai. Puis ça va continuer à aller de même. Hein. Je sais, ma grand-mère m'a dit plus ça va, plus les gens qu'on connaît vont être morts. Yeah! L'ensemble de la culture populaire. OK, je vais vous parler vite d'événementiel. Alors, il y en a un de ceux-là qui est aussi un décès, mais un décès moins d'une personne, fait que c'est moins triste. Et c'est annoncé, c'est que demain, on célèbre la fin des éditions Trip. Après 15 ans d'existence, Trip qui a été créé par Marc Tessier et Stanley Wany, ça fait donc 15 ans qu'ils font... je dirais, des petits tirages de BD très, très expérimental et très, très out there, mais je trouve qu'il était quand même super important dans la scène de Montréal parce qu'il n'y a plus grand monde qui faisait ce que eux ils osent faire, là, genre des trucs un peu abstraits ou un peu pétés, puis c'est comme ils ont tenu ce flambeau-là à eux deux pendant vraiment longtemps, mais là, je pense qu'ils sont fatigués. Ouais, ils ont fait des collectifs aussi pendant un bon nombre d'années là, où c'était possible de faire ses premières armes. Là. Maintenant, je pense qu'il reste planche, peut-être. Oui, puis planche, on sait jamais trop si ça existe. Ouais, comme back aux 2 ans, là, puis ils sont comme, on repart ça à tous les 4 mois, puis ça n'arrive pas. Mais effectivement, oui, il y avait des collectifs annuellement, beaucoup d'auteurs qui ont fait leurs premières armes là. D'ailleurs, donc c'est demain, on fête ça au Cheval Blanc, demain mardi, donc, le 15. Puis on en profite pour lancer les 2 derniers titres de la maison d'édition. Donc, ça sera L'Histoire du lac de Rod Legrand. Son premier long, là, il avait déjà fait un livre chez eux qui était un recueil d'histoires courtes. Rod, qui était aussi derrière les éditions et les collectifs de la logique du calendrier il y a quelques années, qui a aussi tiré la plug. Il n'était pas de Québec, eux? Non, il était de Montréal. OK. Montréal, mais comme un autre gang en tout cas. Plus proche d'Exposine. Ouais, genre. Puis il lance aussi le volume 2 de Oslo, la moitié mort de Skip Johnson, qui est aussi un musicien rockabilly de Montréal, mais qui fait un peu de BD. D'ailleurs, c'était chez eux qu'il avait publié son premier livre qui s'appelait Lachine Beach, qui parlait de son enfance à la Chine. Pas le pays de la Chine, mais le quartier montréalais de la Chine. Comme dans le canal La Chine, de la Chine. Exactement. Voilà. Merci, Laurent. Vas-y, non, mon routier. Moi, j'ai une nouvelle petite suggestion de lecture de livre avec une belle couverture. Yeah! Et c'est une bande dessinée cette fois-ci. Donc, vous connaissez mon amour pour la science-fiction. Yes. Donc, je vous propose en fait une adaptation d'une pièce de théâtre de 1920. C'est une pièce de théâtre de Karel Čapek. Je dis sûrement son nom très, très peu correctement, étant donné que c'est un Tchèque. Et là, je vous la montre à l'écran. Là. C'est une grosse bande dessinée, couverture rigide, avec un gros RUR en jaune imprimé en bold sur la couverture, puis une foule d'androïdes en rouge qui fait le background. C'est une pièce de, justement, 1920, dans laquelle, pour la première fois, on a utilisé le terme « robot ». Oh. Donc, c'est un objet culturel quand même assez intéressant pour ceux qui s'intéressent à l'histoire de la science-fiction. C'est une super belle adaptation de la pièce de théâtre. Et puis, les grandes lignes de l'histoire, c'est quand même assez simple. Vous n'allez pas découvrir une histoire où les codes du genre ont été réinventés parce que c'était l'invention de ces codes-là. Donc, on commençait, là. C'est ça, c'est assez classique. C'est l'histoire de Gloria, qui est la fille du président d'un pays qu'on présume être la République tchèque. Et puis, elle va visiter une usine sur une île, qui est l'usine de M. Rossum. Donc, RUR, c'est Rossum Universal Robot. Et puis, elle c'est une militante pour la libération des robots, pour respecter la dignité des robots. Et puis, elle
elle va essayer, en fait, de comprendre un peu pourquoi cette usine-là produit en série des robots. Puis elle va tomber en amour, en fait, avec le directeur de l'usine. Et puis, ben là, je vends pas de punch. Je ne fais pas de Gauthier Langevin, étant donné que... Ça faisait longtemps que tu l'avais sorti, oui, celle-là. voilà. Étant donné que le titre, c'est « Le soulèvement des robots », donc je vous cache rien, ça va mal virer. Et puis, on se retrouve dans une espèce de lutte classique là, à la Asimov là, contre les robots qui gagnent en agentivité puis qui décident de se soulever. Ce qui est vraiment intéressant dans cette œuvre-là, en fait, c'est qu'il faut la replacer dans son contexte historique où on est au début du 20e siècle. L'industrialisation a déjà pas mal avancé en Europe. On a le spectre du communisme aussi qui hante l'Europe depuis la fin du 19e siècle. Maudit. Donc, il y a une belle allégorie, je trouve, aussi sur les mouvements ouvriers qui commencent à prendre de l'importance en Europe, la peur de la bourgeoisie de se faire enlever son pouvoir, de se faire enlever sa force de production. On ne sait pas non plus... On est dans les mêmes préoccupations aujourd'hui, j'ai l'impression. Oui, là. ça fait 100 ans. Ouais. Voilà, c'est ça. Donc, je trouve ça vraiment intéressant, ne serait-ce que... justement là, pour l'artefact, puis c'est un très bel objet. Là, Karel Capek a été très bien servi par l'adaptation de Katrina Kupova, qui est l'illustratrice. Ça ajoute vraiment beaucoup ça ajoute une modernité, si vous voulez, à l'œuvre. Toi, tu avais lu le texte original, si je te comprends bien. Oui. Déjà. Oui, c'est ça. En fait, c'est vraiment c'est respecté, là, c'est vraiment très bien respecté. Mais c'est sûr que, tu sais, encore une fois, c'est un artefact de l'époque. Hein? Donc, la relation à la gente féminine, c'est un petit peu difficile. Le mariage de Gloria avec le président de l'usine, des fois, ça fait grincer des dents. Tu sais, elle lui pose des questions sur qu'est-ce qui se passe en ce moment, puis lui, il est juste comme ta gueule. Puis ça passe un peu mal, je vous dirais, mais l'illustratrice a vraiment réussi à bien rendre la frustration que Gloria sent à l'intérieur d'elle. Donc, même, on reprend les paroles de la pièce de théâtre, mais l'illustratrice fait vraiment un super beau travail pour ajouter de la vie intérieure avec les illustrations. Vraiment, si vous aimez la science-fiction, si vous vous intéressez à l'histoire de la science-fiction, je vous le recommande. Ça doit être dans votre bibliothèque. Voilà. Excellent. Merci, Gauthier. Excuse-moi, je suis un peu déconcentré. Il y a beaucoup de gens qui veulent venir en aide ce soir aux auditeurs, auditrices des Mystérieux Étonnants en leur proposant des sorts pour récupérer l'être cher. Ils sont légion aujourd'hui. La semaine passée, c'était pour nous aider dans notre divorce. Ben écoute, hein, c'est comme la suite logique. Là. C'est comme si vous voulez divorcer, puis là, c'est comme si vous voulez récupérer finalement si vous êtes déçu de ce qu'on a fait la semaine passée. Genre. Tout passe par la magie, Laurent, tu vois. La magie est la solution à tous les problèmes et la cause N'est-ce aussi. Pas? Hey, je vais une petite nouvelle pour toi, Laurent, pour nous, parce que je sais qu'on aime les projets champ gauche, les projets qui vont marier, disons, l'art plutôt noble à la culture un peu plus, disons, fringe. Tu m'as parlé dans le temps des pièces de théâtre mises sur pied qui mélangeaient de la lutte. Et je pense que ça avait ravi les auditeurs. Je pense que le Jake avait été d'ailleurs avec sa copine assister à une représentation. J'ai eu des échos de gens qui sont allés. Il paraît que c'était absolument génial. Et je vais vous faire une petite histoire. Je vais vous raconter une histoire. Puis j'étais content que tu arrives, Laurent, parce que je pense que tu vas aimer ça. Donc, samedi dernier, je faisais mon dernier tournage pour Frisson TV, qui est une chaîne spécialisée en horreur. Pour les gens qui ne savent pas, je faisais une émission qui s'appelle En entretien avec, où je m'entretenais avec des gens qui ont collaboré de près ou de loin à l'univers de l'horreur, mais au Québec. Et ce samedi, j'ai interviewé François Chénier, qui jouait Carl le Cat Charret dans Radio Enfer. Donc, j'étais assez intimidé de le rencontrer, mais un chic type, ça a super bien été. Quoi qu'il en soit, j'étais brûlé parce qu'on a fait 3 tournages back-à-back. C'était la fin du cycle. Et la veille, j'ai fait de l'insomnie et j'ai dormi juste 3 heures. Donc, rendu le soir, classique. Rendu le soir, je n'étais pas trop sûr si j'allais pouvoir rester éveillé et je me suis décidé à la dernière minute de faire une soirée de films qui volaient pas haut sur le Discord des Mystérieux. Question de garder l'esprit allumé parce que j'aurais pas été en mesure d'écouter genre la liste de Schindler ou je sais pas quoi parce que j'étais absolument brûlé de niveau cérébral. Donc j'ai passé Val Wilder et Waiting, 2 films mettant en vedette Ryan Reynolds. Fouillez-moi pourquoi j'ai fait ça. Puis à ma surprise,
plusieurs membres Discord se sont joints à moi, dont un membre Discord qui s'appelle Louis-Carl. Et Louis-Carl, en fait, il a commencé à me parler d'un événement littéraire qui met en place, ou qui a mis en place et qui va avoir lieu ce vendredi, parce que Louis-Carl, son nom complet, c'est Louis-Carl Picard-Sioui. C'est un auteur et il vient d'ailleurs de publier L'éveil de Kichiki, La saignée des possibles. Et il est chargé, en fait, il est directeur général du Salon des livres, du livre des Premières Nations, pardon. Et je ne savais pas, je savais que c'est un auteur, mais je ne savais pas qu'il était en charge du salon, qui a lieu en ce moment d'ailleurs jusqu'au 20, et c'est la 11e édition. Et il ne m'a pas bandé de plugger son livre, c'est moi qui le fais parce que c'est un chic type. Et il a commencé à me parler de la soirée du 18. Et là, ça m'a réveillé complètement. J'étais un petit peu dans les vapes, et là, j'étais comme, tu me fucking niaises. Ils sont en train de mettre en place un cabaret littéraire organisé autour d'une nouvelle qui s'appelle Bienvenue Allison, d'un certain J.D. Cockness. Et checkez bien ça. Le livre raconte la série d'une disparition qui a lieu au Saguenay, une enquête qui en suit, à la suite de laquelle on fait la découverte de champignons tueurs contrôlés par des extraterrestres qui préparent une invasion de la Terre. Ça, c'est la prémisse. OK. Tout mon attention. Et là, J'adore Lucas ça. me disait que c'était très assumé wacky, très pop, et que ça allait se refléter dans la mise en scène. Donc, il va y avoir des gens sur scène qui vont lire le texte, accompagnés de musiciens, dont une joueuse de thérémine, OK? Et là, il va y avoir de l'improvisation, alors qu'ils vont essayer de recréer et de réaliser et de projeter en direct un film de style série B sur écran avec la participation du public et de fucking puppets, man. Là, j'étais, what C'est the all-in, fuck? là. Ils C'est ont tout vraiment mis, all-in, c'est débile. Donc ça, c'est le vendredi 18 novembre. C'est juste une fois, c'est à la salle Méduse de Québec, au 591 rue Saint-Vallier-Est. L'entrée de 19h, le show est à 20h et ça dure quand même 1h30. Vous allez en avoir pour votre argent. Les billets sont disponibles sur le point de vente, 21$. Et pour les gens qui ça intéresse, c'est aller sur Facebook, Salon Livre NP, pour trouver l'organisation. Et je rappelle, c'est le Salon du Livre des Premières Nations, puis ça a l'air vraiment fucking malade. Et Louis-Carl me disait, excuse-moi, je pense que je t'appelle Louis-Carl. Ouais, je pensais que j'avais inversé le Carl et le oui, ça arrive des fois avec la dysorthographie. Mais il expliquait qu'il y avait beaucoup d'auteurs de genre qui étaient là présents, d'influence geek, et lui-même est un lecteur de comic book et fan des Mystérieux depuis un moment. Et pour le remettre en contexte, c'était lui qui a demandé, je ne sais pas ce qu'on a dit aux Mystérieux Étonnants, mais il était en train de donner le bain à son garçon. Il a fallu qu'il explique. Non, on ne parle pas de ça. On ne parle pas de ça. Donc, ça, c'est quelque chose qui est arrivé à un moment donné, durant un live des Mystérieux, un lundi. Hey, j'aimerais tellement ça faire comme oui, cette fois-là qu'on l'avait échappé. Mais, mais c'est la fois qu'il l'avait partagé en ligne. Je pense qu'on faisait le show. Puis il a dit ouais, mon gars, il est en train d'écouter. On avait dit quelque chose d'un petit peu salace, je crois. Mais donc, je trouve ça. C'est juste une fois. Puis ça, je sais pas si ils vont le refaire éventuellement, mais je trouve que la prémisse est tellement intéressante. Puis l'offre, c'est comme un cabaret littéraire, donc on mélange quelque chose de noble à la série B. Puis, en tout cas, voilà, c'est ce que j'avais à dire là-dessus. Simon. Est-ce que vous voulez que je vous parle de Judgment Day chez Marvel ou qu'est-ce que j'ai fait samedi? Qu'est-ce que tu as fait samedi? Oh, samedi, c'est donc bien intriguant. Parce qu'il y a un petit sourire dans son regard. Donc, ouais, je peux pas je peux pas trop en parler parce que je veux pas vendre tu n'es pas obligé de nommer des noms, là. Mais raconte-nous tout. En tout cas, on sait qu'en comic book, les crossovers, c'est tout le temps le fun, mais là, j'ai fait un crossover de podcast samedi. En fait, il va y avoir 2 épisodes d'un crossover qui s'appelle Tu me niaises chez Isidore. Donc, Noël chez Isidore et Tu me niaises se rencontrent. Le concept... Tu fais mal pas fumer des battes? Pas moi. Non, mais okay. Ça fumait pareil. Mais c'est ça, c'est qu'en fait, on a tourné 2 épisodes filmés. Il y a un épisode que c'est Tu me niaises qui reçoit moi et Étienne. Et l'autre épisode, c'est moi et Étienne qui reçoit Tu me niaises. Donc, ça va être un épisode de Noël chez Isidore filmé. Mais que... je pense que ce qui va arriver, c'est qu'eux vont sortir leur épisode en vidéo, puis nous autres, on va avoir l'audio de notre épisode, fait qu'il va sortir en même temps, puis éventuellement, notre épisode en vidéo va être disponible et le vice-versa, en tout cas.
Wow. Fait que c'est ça qui s'est passé, un tournage. Évidemment, on se dit, ça durera pas longtemps, puis finalement, c'est des épisodes vraiment Classique. trop longs. Surtout Noël chez Isidore, on est fort sur les épisodes de 2h30, là, fait que c'est Vous ça. n'en avez pas mais- souvent, fait que, tu sais, ça. Non, vaut c'est la ça. peine, ça. Mais c'est beaucoup de plaisir, beaucoup de choses noëlées. Ouais. Puis c'est ça. Restez à l'affût. D'après moi, ça va sortir en décembre. Je sais pas exactement quand. Mais c'est ça va être le fun, un épisode de Noël chez Isidore en vidéo. C'est Avec cool. du montage puis tout. Fait que, ouais. Puis Damia, le chien de Étienne et de Gabriel, est là. Je pense que pendant toute la première partie de Noël chez Isidore, il est en avant dans l'angle de caméra et il gruge un os pendant comme 45 minutes. Là. Un os de Noël. Oui. C'est ça, oui. J'ai vu Y qu'il avait l'air très a-tu content. Mikey? Des fois, il venait proche des micros, en tout cas. Ben oui. Quand il on sautait aurait sur pu, nous autres, pendant qu'on était sur le sofa, là, c'était... ouais. On Il aurait avait pu l'air- isoler la traque du chien qui gruge l'os pendant un épisode de Noël chez Isidore, puis le remplacer comme le crépitement de la bûche de Noël. Tu sais, Ouais. Comme juste louper le chien qui ronge son os. Eh oui! Pourquoi est-ce que Étienne ne fait pas juste filmer son chien pendant genre une couple d'heures là, devant le foyer? Il y a un foyer, Étienne? On met ça sur Internet. On met ça sur Internet. Après. Ben, c'est ça, il a fait une stories avec Philippe qui flattait le chien, puis moi j'étais à côté, je disais tu devrais faire un loop de 10 heures de tout ça, comme un foyer avec Phil qui est très heureux. Oui, c'est ça. Avez-vous l'intention de faire d'autres épisodes d'ici Noël aussi pour Noël? chez Isidore? Noël chez Isidore, oui. Je pense qu'il va en avoir avant que ça sorte. On en a un de prévu dans 2 fins de semaine. Puis Sophie qui va revenir aussi. Oui. Fait que, ouais, non, c'est ça. On va embrayer Noël sur un moyen temps. Ça va arriver plus vite qu'on le pense. Hein? Ouais, c'est ça. Comme à Puis chaque tu vois, année. j'essayais cette année, j'essayais de pas trop être noëlé, trop de bonheur. Puis on dirait que, tu sais, comme dans The Godfather, là, Every time I think I'm out, they pull me back in. Là, puis c'est un peu ça. Tu sais, il y a des films que j'ai écoutés que je voulais pas que c'est des films de Noël, puis finalement, il y a des scènes de Noël. Fait que je suis comme, voyons. Fait que tu t'es déjà réveillé avec la tête d'un cerf de Noël dans ton lit? C'est pas encore. Ce serait terrible là, de découvrir le petit reine au nez rouge déchiqueté. Ben, tu sais, il reste une couple de semaines, fait que tout est possible. Tout est possible. La magie de Noël va peut-être opérer d'ici. Ouais. C'est la magie de Noël. Te réveiller avec un animal mort dans ton lit. Ben, c'est un animal Ben, magique. si c'est un reine magique, ouais, c'est ça, là. Oui, OK. Suis, Laurent. Il y a un côté le fun. Écoutez le fun. OK. Merci, Simon. J'ai hâte d'écouter ça. J'ai très hâte d'écouter Ouais, ça. de rien. Monsieur Laurent, vas-y donc. Je vais vous parler de bande dessinée, moi aussi. T'aimes ça, la bande dessinée, je pense. Ça se peut-tu? Ouais. Ça dépend. J'ai des pauses que oui, puis des pauses que non, mais elle est tout le temps là. J'imagine qu'en vente, à un moment donné, c'est pas tout le temps. Ouais, tu sais, libraire, c'est beaucoup. Tu sais, vous allez à la librairie, les libraires vous disent, hey, ça c'est bon, mais tu sais, nous, il faut qu'on sépare le bon grain de l'ivraie. Hein? Ouais. Des fois, c'est pas facile. Des fois, t'as un long straight pénible. Oui, Mais je bon. comprends. Je comprends Mais c'est ça. pas de ça que je vous parle parce que. Non. La vie est trop courte. C'est Ben, ça. c'est ça. Pas d'énergie à passer là-dessus. Par contre, je vais vous parler d'un 2 livres que j'ai aimés. Le premier s'appelle Le film de Sarah. Oui. Gauthier doit être Ah, familier ben. avec ça. Parce Pourquoi? que c'est publié chez Nouvelle Adresse, qui est une des collections de Fronfoy maintenant. Mais Il n'y a pas un film qui s'en vient? Ben, c'est Nouveau-Québec, en fait. C'est en Ok, lien ok. avec Nouveau-Québec. ouais, c'est ça. En fait, c'est ça. C'est une autrice qui s'appelle Caroline Lavergne, qui est amie avec Sarah Fortin, qui est une réalisatrice, et qui a sorti un film en début d'année qui s'appelle Nouveau-Québec, qui, ma foi, est passé grandement dans le beurre. Ouais, malgré les interviews de Christine Labrie, à peu près. Pas Christine Labrie, voyons. Beaulieu. Christine Beaulieu. Oui, ouais, c'est d'autres choses. C'est les Ghosts of the Past qui venaient. Oui, me c'est ça hanter. qui te hante, les Ghosts of Christmas Past. C'est des membres de Québec solidaire qui viennent te voir. Et la Révolution! Oui, c'est ça. Ah, mais je suis fatigué. Comme dans Saint-Henri.
Mais oui, donc, un film qui s'appelle Nouveau-Québec, c'est ça, il est sorti au cinéma très peu de temps, mais je l'ai vu pour ma part sur Crave, puis j'ai quand même vraiment beaucoup aimé ça. Là. C'est l'histoire d'un couple qui s'en va à, mon Dieu, Shefferville, c'est ça? Ouais. Qui est donc très dans le nord du Québec, une espèce de place où tu n'accèdes qu'en train ou en petit avion, si tu peux te le permettre. Puis ils vont là pour disperser les cendres Du père. du père de la fille. Puis là, finalement, il arrive un événement, puis ils sont pris à Shefferville vraiment plus longtemps qu'ils pensaient. Puis là, ben, ils tuent du temps. La fille en prenant du bon temps, le gars en étant le plus pisse le plus qu'il peut tout le temps. Il est vraiment déplaisant. Bon film, je le recommande. Ceci dit, le livre... 10 sur 10. 10 sur 10. Le livre est vraiment comme un espèce de making-of de l'idéation à peu près et tout le tournage où ils s'en vont à Shefferville tourner le film de Sarah du titre. Puis qui est l'expérience des gens qui font le film est quand même beaucoup semblable à ceux des personnages dans le film, dans le sens qu'ils sont tous des gens de la ville qui s'en vont vraiment loin, qui ne savent pas trop comment s'intégrer à ce petit village-là qui est comme à moitié aussi une réserve de Première Nation, puis que c'est bien touché, puis que là, ils débarquent là avec leurs gros sabots, filmer un film, puis questionner leur légitimité. Là. C'est vraiment fascinant à voir. Puis à lire, puis honnêtement, ça m'a redonné le goût d'aller revoir le film. Tu sais, c'est tout le temps ça que ça fait aussi, là, les making-of. Bon, des fois, on s'en fout, mais quand c'est intéressant, t'es comme « Ah ouais, ce bout-là, j'avais pas remarqué qu'il avait fait ça. » Tu sais, t'as envie de coller les anecdotes de ce que tu viens de lire à ce que tu vois sur le film. Ouais. Fait que c'est très réussi. Bravo, 10 sur 10, je le recommande. Il était présenté d'ailleurs au cinéma moderne samedi, puis on en a profité pour vendre quelques BD sur place. C'est pour ça que tu étais là. Oui. Tu sais que c'est notre ami Jarrett Mann, en plus, qui est rendu directeur. Tout est dans tout. Tout est dans tout. Tout est dans tout. Et sinon... c'est petit Montréal. Oui, juste 42 personnes. Oh oui. Une petite série française qui s'appelle tout simplement RIP. RIP. Une petite série, il y a déjà 4 volumes de sortie, puis le volume 5 s'en vient, puis on dirait que les premiers étaient passés dans le beurre, mais là, j'ai remarqué en travaillant à la librairie que les gens qui attendent la suite l'attendent pas normalement, ils l'attendent un peu comme des junkies, genre. OK. Comme quand on avait 12 ans et qu'on attendait le prochain Dragon Ball. C'est exactement à quoi je pensais. Ouais, un peu quand même, mais tu sais, c'est ça, c'est pas genre comme tu sais, comme tu me réserveras ça quand il va sortir, c'est genre il me le faut, il arrive quand? Je suis comme, voyons, qu'est-ce qui se passe avec cette série-là? Fait que je l'ai essayé. Hein? Des fois, c'est à l'envers, hein? C'est les gens qui me montrent le bon grain. Donc, c'est une série, c'est scénarisé par un gars qui s'appelle Gaetz et dessiné par un Julien Monnier. Chaque album de la série raconte sensiblement la même histoire, mais de point de vue de protagonistes différents. Donc, une espèce de série Rashomon. Si on veut, c'est vraiment là, des gars qui ont une job vraiment la pire job au monde. Là. En gros, ils se mettent des hazmat suits. Puis ils débarquent à des places qu'ils savent qu'il y a un cadavre pour essayer de ramasser tout ce qui a un peu de valeur pour le shipper, puis le revendre sur le side avant que les héritiers ou la police ou whatever s'en mêlent. Fait que c'est tout le temps des gars qui sont en présence de cadavres plus ou moins récents, puis c'est tout le temps comme ça pue, puis ils sont malades, puis après, c'est tous des gens super misérables qui se parlent pas, puis qui sont comme super bourrus. Puis là, bon, il y a un incident, il y en a un qui vole un truc, puis là, finalement, ce truc-là vaut full d'argent, puis là, tout le monde cherche cette affaire-là, puis tout, mais c'est ça, il y a assez de twists and turns pour vraiment accrocher le lecteur. Tu sais, au début, je n'étais pas sûr. Là, j'ai un peu de mal avec l'écriture dans le sens que je trouve que c'est très... c'est très comme quand Jake il essaye de jouer un français badass quand on fait des jeux de rôle à l'Halloween. Ouais. Ah putain, la bidoche. Ouais, c'est des merde. Comme ça, tu sais, comme j'entends ça quand je lis, je trouve ça un peu gossant. T'entends mais
il y a quand même assez d'éléments qui sont vraiment comme surprenants puis assez intriguants pour que j'y revienne quand même lire le prochain volume aussi. Fait que c'est comme ça transcende. Là. Moi, c'est mes goûts personnels. Après, ce genre d'écriture-là me fatigue un peu. Mais après, je trouve que c'est vraiment comme bien fichu puis intriguant. Fait que je le recommande néanmoins. Le dessin aussi est comme un peu... c'est ça, glauque, mais cartoony un peu. Tu sais, comme ça, on dirait que c'est des bonhommes à gros nez, mais comme c'est super dark puis trash en même temps. C'est comme ça me une parle. drôle de zone. Là. Mais ça vaut la peine au moins d'être investigué. Là. C'est aux éditions Petit à Petit. Fait que vous checkerez ça. C'est bien fascinant. Moi, j'ai acheté les Sailor Moon quand j'étais jeune. Non. Oui. Je les ai Encore encore. fan de Tuxedo Mask. Oh. Mais hein? C'était mon boy. Ouais. C'était quel ta sailor préférée? C'est le Jupiter. Une petite brunette. Ouais, c'est ça. Pas grave, ça n'a pas changé bien. Vas-y donc, Gauthier. C'est à moi? C'est à Gauthier, je pense. C'est à Gauthier. Ouais, c'est ça. Si vous me permettez une autoplug, Ben, vas-y donc. Ça, j'ai fait tantôt, moi, là. Ben oui, c'est ça. Je On me peut. le permets. Ben oui. Donc, écoutez, cette semaine, à partir du 17 novembre, je vais commencer à publier une nouvelle par semaine sur le site pavillon.ca, pavillon au pluriel. C'est un site web, en fait, qui a été lancé par 3 chics dames du monde du livre il y a 6 mois à peu près. Donc, c'est des gens qui travaillaient déjà dans le milieu du livre, qui ont profité de la pandémie pour se réinventer, hein, comme ben oui. Papa nous avait demandé. Donc, oui. ils ont fait ça. Puis ils ont lancé un site web qui publie des feuilletons mensuellement ou plusieurs fois par mois. Donc, vous pouvez vous abonner à votre projet préféré. Je vous recommande chaudement de vous abonner au mien. C'est quoi le nom de ton projet? Ça va s'appeler, là c'est en primeur, ça a été annoncé nulle part, donc je vous le dis ici, ça va s'appeler Checkpoint 1030. Donc, ça va être publié mensuellement, puis le premier mois va être gratuit, mais sinon, ça sera payant pour les mois suivants. Ça se passe-tu au 10-30? Oui, exactement. Hey! C'est un peu cave, je vous avertis, mais c'est de la science-fiction, c'est de l'anticipation, mais qui se passe au quartier 1030 sur la rive sud de Montréal. Donc, c'est la Wow. jonction C'est à côté de où l'autoroute j'habitais avant. 10. Je connaissais Ouais, cette place-là quand c'est c'était ça. un champ, puis ils ont trouvé le cadavre d'un kid, là. Mais sinon, No c'était way. un champ. Ouais. Ouais. OK. Ouais, Moi, mettre je te ça donne dans ta l'info. nouvelle. Ouais, il y a un gars qui avait été buté, puis ils ont trouvé son cadavre là. Je sais qu'avec ma gang, nos BMX, on est allés voir, puis il y a encore du tape. Oh shit. Mais Yeah. il est peut-être emmuré quelque part. Non, ils ont trouvé le corps. Mais donc, c'est ça, c'est de l'anticipation, donc qui se passe au quartier 1030, mais qui a été transformé en gigantesque camp de réfugiés pour des Américains qui fuient la guerre civile aux États-Unis. Donc, Wow! à chaque, Oh, wow! à chaque mois, vous allez découvrir le quotidien de personnes qui habitent dans ce camp de réfugiés-là. Et puis, l'attrait, c'est vraiment de construire graduellement un univers autour de ce concept-là, puis de suivre différentes personnes dans leur vie, puis dans leur travail qui a énormément changé avec l'avènement du futur et de la technologie, l'intelligence artificielle, la réinvention de plusieurs milieux de travail. Donc, c'est ça. Je vais peut-être vous faire des petites surprises au courant des mois qui arrivent là, sur le Discord. Je pourrais vous envoyer le lien pour la première nouvelle qui est gratuite, là, qui va... Contenu je pense, être Patreon. publié Comment? C'est du contenu Patreon. Oui, c'est ça, exactement. Peut-être faire des petits concours aussi là, pour faire tirer des abonnements pour tout le projet aux membres du Patreon, qui sait. Ça pourrait Ça être pourrait le être fun. cool. Oh, c'est ça. Je viens de créer une section livre sur le Discord des Mystérieux. Yeah! D'après moi, Ben, les c'est gens ça. vont seraient intéressés. Plugger ça là. Parfait. Hey, touche pas à rue Boniface, par contre. Hein? C'est ça. Non, OK. Non, ça, là, Promis. c'est sacré. Tu vas être sûr, ça va vraiment Tu fais ce que tu veux avec cette affaire. OK. J'ai des petites nouvelles Hollywood. Ça vous tente-tu? Parce que ça fait une couple de semaines, puis Laurent va être super content de m'entendre encore parler de Bon. DC Comics. Mais ça fait une couple de semaines qu'on en parle, mais Warner Brothers Discovery avait annoncé la semaine passée que James Gunn puis Peter Safran est à la tête de la division DC Studios. Nouvelle entité qui est là pour superviser les productions télé, films, animations et autres basées sur les personnages de DC Comics.
Et c'est un move assez exceptionnel pour le milieu. Habituellement, on prend des gens établis qui ont fait leurs preuves en termes de production. C'est le cas de Peter Safran, mais James Gunn se réalise. C'est pas quelqu'un qui est dans la prod habituellement, mais là, c'est ces deux personnes-là qui vont être co-directeurs de la section. Et ils ont déjà un plan. Ils ont participé à une rencontre virtuelle, ce qu'on appelle un Town Hall la semaine passée. Un genre de moment où ils vont expliquer aux employés de Warner Bros. Discovery qu'est-ce qu'il y en est de la planification de ça, de ce gros bateau-là qu'il faut bouger. Et Safran, je vous paraphrase essentiellement ce qu'il a dit, c'est que c'est une grosse occasion, une belle occasion pour raconter une grosse histoire unique à travers différents types de médias, donc cinéma, jeux vidéo, télévision, live action et animation. Et James Gunn a enchéri en disant qu'il avait déjà travaillé ou commencé à travailler avec des scénaristes et des gens de l'industrie et qu'il y avait pour l'instant un plan de 8-10 ans. Donc, vous allez comprendre qu'il y a déjà les échos de quelque chose qui ressemble à Marvel Studios, donc un genre d'entité qui va raconter une seule histoire à travers différents médiums. C'est ce que David Zaslav, président directeur général de Warner Bros. Discovery, veut depuis plusieurs mois. Il l'a dit ouvertement. Donc, les deux dudes s'en vont dans cette direction-là, voir après ce que ce sera comme résultat. Mais c'est en train d'être mis en place. Sinon, je ne suis pas vraiment dans l'hollywoodien. J'ai menti, mais il fallait que je le mentionne parce que ça va parler à certains d'entre nous. Mais je ne sais pas, Gauthier, toi, si tu l'as vu. Il y a Variety qui rapporte que le réalisateur S.S. Rajamouli a confirmé qu'il est en train de travailler, ou plutôt son père, qui est son scénariste, est en train de travailler sur une suite à RRR, le meilleur fucking film ever, dont on a parlé à l'épisode 756 ici à l'émission. Et qui, tout le monde n'arrête pas de me gosser pour que je le voie. Là, il faut que tu le vois en groupe, Gauthier. Tu peux pas écouter ça tout seul. C'est une expérience... Oui. Moi, je l'ai écouté tout seul. Puis, moi aussi, puis c'est le j'ai fun capoté pareil. Oh, ouais. Mais c'est vrai que c'est le fun d'avoir quelqu'un avec qui partager l'extrémité de la chose. Et c'est toujours la même chose qui va arriver. Au départ, tu vas avoir un petit cynisme. Tu vas voir, OK, c'est pour le LOL qu'on va écouter ce film-là. Puis il y a c'est vrai que ça fait partie de l'expérience. Puis à un moment donné, tu vas juste transcender cette piètre idée que tu as dans ton petit cerveau reptilien, puis les faire comme c'est le meilleur fucking film ever que j'ai jamais vu. Mais oui, tout le monde. T'es malade. Tout le monde me le vend. Hey, je peux-tu juste rajouter quelque chose au sujet de ma plug? C'est vraiment, je m'en veux, là. Ça va être illustré chaque mois par Jake. Ah! Hein? Wow, c'est correct. C'est pas grave. Fait que c'est ça, pour les amateurs de Mike Dion. Ben oui, c'est ça. Hey, c'est donc bien cool, ça. Ouais. Donc, merci, Jake. Merci, Jake. Prends soin de toi. Le film, l'original, avait coûté quand même 72 millions. C'est une des plus grosses productions que l'Inde n'a jamais produites. Et on est en dehors du circuit bollywoodien, de ce qu'on a appris là, quand on en a parlé la dernière fois. Et c'est juste en préparation. Là. Donc, c'est vraiment les balbutiements. Là. Le scénariste, c'est V.V. Jayenda Parazad. Ça, c'est le père du réalisateur et c'est son seul et unique scénariste de tous ses films. C'est une collaboration père-fils que je trouve assez exceptionnelle. Et allez écouter RRR, puis allez écouter nous autres qui en parlent pendant comme 1 heure, genre, à l'épisode 756. Et le plaisir quand tu as écouté RRR, c'est comme quand tu as écouté Barbarian. Tu regardes le monde réagir après, la deuxième fois que tu les écoutes le film. Parce que ça fait partie de l'expérience. Simon, est-ce qu'il te restait... Oui? D'habitude, dans les suites, ça devient plus over the top. Je sais pas comment être... Ben, il va falloir qu'ils défassent la fibre de la réalité pour aller over the top de RRR. J'ai aucune idée de ce qu'ils vont faire avec ça. OK. J'ai hâte qu'on s'en reparle. Ben, c'est sûr qu'on va s'en reparler, on n'a pas le choix. Simon, est-ce que tu as resté quelque chose? Oui, mais je vais faire ça rapidement. Là. Je ne veux pas trop rentrer dans les détails. Là. Mais est-ce que vous aimez le cinéma italien tourné dans les Philippines avec du monde qui tire des guns puis des rip-off de Rambo? Oui. Il y a Severin qui a sorti pour le mois d'octobre 3 films réalisés par Bruno Mattei qui a fait Strike Commando. Et Strike Commando 2. Et là, j'ai écouté Cop Game, Born to Fight et Double Target. Et c'est très niaiseux et j'ai eu vraiment beaucoup de fun. Fait que pour ceux qui aiment ça, les films de série B avec la mitraillette, c'est très bon. Et aussi, je voudrais suggérer à ceux qui attendaient que tout soit sorti avant de lire Judgment Day, qui est l'événement crossover X-Men Eternals Avengers chez Marvel. Moi, je l'ai lu à mesure que ça sortait, puis j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Je pense que
si c'était pas des petites erreurs de publication, dans le sens que il y a des numéros qui sont sortis avant d'autres, puis tout ça. Fait que, tu sais, quand je voyais que ça arrivait, j'attendais, puis là, je le lisais. Mais je pense que la lecture en vaut la peine. C'est très bon. Karen Gillim, celui qui avait fait The Divine and the Divine. Oh non, ok. C'est moins important. Ce gars-là. Fait que, ouais, non, c'est un très bon event chez Marvel qui surprenait souvent. Ouais, j'ai vu des trucs, des planches passer sur Instagram, puis ça a l'air assez surprenant. Ça branche la cage un peu. Ouais, c'est ça. Puis aussi, c'est pas tous les tie-ins qui sont importants, mais il y en a une couple qui sont le fun. Fait que, Divine and the Wicked, nous dit Jean-Nicolas Boucher. Et voilà, sur ça le chat. cherchait. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec autre chose? Gauthier? Pour faire un retour sur ma première nouvelle au sujet du documentaire sur les Sparks, ils ont annoncé aujourd'hui un nouvel album puis une nouvelle tournée en 2023. Wow, Caroline, tout est dans tout. C'est ça. L'univers a un plan. La journée Sparks. C'est ça. Toi, Laurent? Je peux plugger vite un autre événement qui aura lieu le 1er décembre prochain. C'est organisé par Ken Mallard, qui est notre ancien voisin de Studio Lunac, qui fait de la bande dessinée, mais qui a un side project aussi qui appelle le Petit Cinéma Qualité Plus, où essentiellement, c'est un peu comme Les Douteux, là, il passe des vidéos devant public. Des vidéos obscures de VHS, un peu comme Total Crap aussi, là. Mettons, mais là, il y a comme un nouveau concept, c'est-à-dire qu'il appelle ça le Battle de doublage du millénaire. Alors, il s'est comme associé avec une ligue d'impro qui est déjà au Théâtre Sainte-Catherine, qui je pense s'appelle la Ligue du lundi du Théâtre Sainte-Catherine. Donc, ça doit être le lundi. Puis, en gros, lui va passer des vidéos de fond de Barry de l'Internet et les équipes d'impro rivaliseront d'inventivité pour faire des nouveaux doublages à ces vidéos-là. Donc, c'est une espèce de mix entre soirée Total Crap, impro BD, en tout cas. 6 équipes qui vont s'affronter. Ça coûte 15$ en pré-vente, 20$ à la porte. Ça risque d'être drôle, je pense. Je pense que lui va sortir des choses de son chapeau que les équipes seront pas prêtes du tout à composer avec. Là, je pense que ça peut être de quoi de rigolo si c'est de quoi qui vous manque l'impro. Alors, on a une question pour toi, Gauthier. Je ne sais pas si tu la vois dans le chat. Justement, de Louis Carl, dont je te parlais tout à l'heure, il demande la collection des Sparks dans Mario 2. C'est-tu la même chose? Je pense pas que c'est la même chose, Louis-Carl. Non, je ne crois pas. D'ailleurs, c'est ça, c'est drôle parce que récemment, Louis-Carl a commis un message dans le Discord puis il a dit finalement, Gauthier, pour les gens qui écoutent les Mystérieux Étonnants depuis peu longtemps, c'est comme Dawn dans Buffy, genre. Il apparaît puis tout le monde sait comme ah oui, Gauthier, mais pour les nouveaux auditeurs, ils savent pas c'est qui, pas en tout. Je pense que Gauthier, on a perdu ton son. Pardon, c'est jamais adressé que je suis comme... qui n'était pas là, mais c'est ça. Oui, non, il était là avant, inquiétez-vous pas. Mais que tout le monde me connaît. Tout le Il a monde toujours été là, c'est juste qu'il parlait pas. Exactement. C'est ça. Ouais. Hey, petite dernière nouvelle avant de se laisser, puis prendre la petite pause, puis parler de Weird Al, parce que j'ai très hâte de parler du film. Il y a Variety qui rapporte en exclusivité que Disney est en train de faire... des recherches pour un scénariste qui va prendre la tête d'un projet qui en fait est d'adapter Indiana Jones pour le petit écran, donc pour la plateforme Disney+. Variety, c'est pas un site qui fait habituellement dans les potins ou dans les fausses rumeurs, ce genre de choses-là. Donc, quand il parle de sources, c'est habituellement très, très fiable. On n'a pas de détails, on ne sait pas si ça sera un épisode ou une série dérivée, ce qu'on appelle un spin-off en anglais, ou si ça sera lié au 5e film d'Indiana Jones, qui est censé sortir le 30 juin prochain. Qui va être réalisé d'ailleurs par James Mangold. Steven Spielberg ne revient pas pour le dernier film d'Indiana Jones parce que d'ailleurs, oui, Harrison Ford a confirmé qu'il ne jouera plus le personnage du célèbre archéologue après le dernier film. Et c'est sûrement pour ça que Disney et Lucasfilm essayent de le garder ou garder la franchise en vie parce que ça fait quand même beaucoup de bidou. Il y a déjà eu des téléséries d'Indiana Jones par le passé, de Young Indiana Jones. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Ça a été diffusé de 92 à 93 sur ABC. Et il y a eu 4 télé specials par la suite, de 94 à 96. Oui, 4. Et d'ailleurs, il y en a un pour lequel Harrison Ford fait les intros. Il est comme on le voit en caméo, il est présent. J'avais jamais vu ça auparavant. J'ai fouillé, après avoir lu la nouvelle, j'allais fouiller sur YouTube, puis ces caméos sont présents.
Les 4 films ont remporté 1,3 milliard de dollars. C'est quand même pas n'importe quoi et on comprend pourquoi Disney et Lucasfilm veut garder ça en vie. Parce que ça rapporte de l'argent, puis c'est normal. Donc, je sais pas si... On n'a aucun détail, mais évidemment qu'ils veulent mettre ça sur le respirateur parce que c'est quand même une franchise importante. Moi, je veux les aventures de Demi-Lune. Ouais, hein? C'est ça qui m'a fait... Tu sais, quand récemment, l'acteur qui jouait Demi-Lune a rencontré ou croisé Harrison Ford dans un congrès de Disney, puis on a vu la fameuse photo sur Instagram où les deux étaient réunis ensemble puis enlacés. Et il était là juste pour une autre raison, mais je pensais que c'est parce qu'elle allait être présente dans Indiana Jones 5, mais non. Non, il est c'est juste dans pas là. Loki saison 2. C'est ça. Ils se sont croisés pour ça. Ouais, mais j'aurais aimé ça un retour de Demi-Lune. Ouais, ben regarde, un spin-off. Hey, Demi-Lune. écoute, lui, ça pourrait être ça. Ça pourrait être ça. Qu'est-ce qui se passe présentement avec Demi-Lune, maintenant qu'il est rendu vieux? Ouais, c'est ça. Il pourrait, dans son l'âge qu'il est maintenant, il pourrait être dans les années 80. Puis, tu sais, ce gars-là a commencé sa carrière dans les années 80, avec Goonies et compagnie. En tout cas, il y a du potentiel. En plus, ça ferait comme concept parce qu'il y a eu jeune Indiana Jones et donc vieux Demi-Lune. Mais il switch. Ouais, c'est une bonne idée, ça, Laurent. Hollywood, appelez-nous, là. Ben, c'est ça, on Les va en idées, donner nous des autres. idées. Oui, il cherche un scénariste, on est là. On est là, exact. Hey, on va prendre une petite pause, mais juste avant, je vous rappelle que les Mystérieux Étonnants peuvent garder les lumières allumées grâce au Patreon des Mystérieux. C'est une plateforme qui fait en sorte que pour l'équivalent d'un café par mois, on paye les bills. Si ça vous intéresse de nous encourager, allez sur mystérieuxétonnant.com. En haut à gauche, il y a un bouton faire un don. Vous cliquez là-dessus, vous pouvez donner pour l'équivalent d'un café par mois. C'est absolument rien. Et en échange, vous avez des goodies. Bifurcation, qui est le podcast exclusif pour les membres Patreon. On vient de continuer notre cycle dédié au Cohen avec mes amis Guillaume Saint-Cyr, justement, et Rémi Fréchette. On a aussi Terre humaine, Cheese d'or, et la contribution fait en sorte que les Mystérieux Étonnants existent, mais aussi les spin-offs, dont Noël Cheese d'or, qui aura on m'a dit tantôt, un spin-off avec Tu me niaises prochainement dans les tuyaux. Un crossover. Et un crossover, oui, pardon. Et Terre Kaiju, qui est un podcast sur des grosses bébites qui se tapochent. Donc, c'est quand même pas mal de matériel. Et en échange, vous avez aussi accès au Discord des Mystérieux Étonnants. C'est comme l'Internet, mais sans trop de cul. Et c'est vraiment le fun. Donc, si vous ne pouvez pas donner pour les Mystérieux, je vous encourage à partager le show, à en parler, à donner un petit 5 étoiles sur iTunes. On est d'ailleurs sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Stitcher, Spotify, Amazon Music et l'entièreté de nos archives. Plus que 300 épisodes. L'entièreté, ça se dit-tu? Oui. L'entièreté, OK. Est disponible sur... OK, l'ensemble, l'entièreté. Oui, Je viens de catcher. Est disponible sur notre site mystérieuxétonnant.com. On est sur Facebook, Twitter, Instagram et mystérieuxétonnant.com. C'est ça, je l'ai dit. Bon, on prend une petite pause et on revient dans quelques instants avec Weird the Al Yankovic Story. Vous écoutez Les Mystérieux Étonnants, on va maintenant parler du sujet de la semaine. Et cette semaine, il s'agit d'un film. Oui, un film réalisé par Eric Apple, scénarisé par Weird Al et Eric Apple, mettant en vedette Daniel Radcliffe, Rainn Wilson, Evan Rachel Wood, Julianne Nicholson, Toby Hush et Derek Bader. Il s'agit de Weird Al Yankovic. Je vais arriver chez vous avec je vais comme mettre de l'huile sur toute ta chaise, Laurent. Qu'est-ce qui se passe avec ta chaise? Je suis désolé, je sais pas. C'est genre, comme j'arrête. En tout cas, c'est mon film. Bon, ça va bien, esti. Ah, tabarnak. Bon, c'est ça. Plasme. Ouais, c'est ma chaise t'a exé. Ouais. T'es comme, il parle encore moins 15, on file. Bon, t'es mon esti. Ouais, ça fait là, il faut que je le règle. C'est un film de Roku. Ben ouais. Roku fait des films maintenant, mais à la base, c'est un appareil, je pense, comme un genre de Apple TV qui vient avec des chaînes. Ouais. Comment décrire? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut décrire le film comme Non? Ouais. Ben, c'est un docu-fiction qui s'intéresse à la vie de Weird Al Yankovic, comme si c'était en fait une espèce de biopic de vedette de la pop classique avec la descente aux enfers de la drogue, les crises de diva continuelles, la rédemption et Les parents. les parents ouais, c'est ça. qui acceptent pas la vocation du jeune du jeune Al. Et puis, ben c'est ça, c'est un florilège de caméos et de scènes plus loufoques les unes que les autres. Voilà. Ouais, t'as bien dit. C'est Ouais, aussi basé c'est pas sur mal un ça. short de Ready or Die. D'ailleurs, Ready or Die qui produit en partie le Funny, projet. Funny or Die. Funny? J'ai dit quoi? Ouais. Ready? Ready. Ready or Die, OK. Ben, Funny or Die, c'est juste pour mettre un petit peu en contexte, parce que je pense que Weird Al, nous, on le connaît parce qu'on est un petit peu plus vieux, mais c'est pas tout le monde qui sont familiers. C'est un gars qui, à la base, fait des parodies de pièces
musical qui existe déjà. Donc, il va changer les paroles, amener un autre sens. C'est beaucoup lié à la bouffe, souvent. Et il en parle dans le faux docu ou dans le biopic. Il y a ce qu'il appelle le Yankovic Bump. C'est quand il parodiait une toune, souvent, ça amenait les gens à acheter aussi l'original en plus de sa pièce. Et moi, ça m'a étonné là, quand j'ai commencé à lire là-dessus, là, mais Weird Al a vraiment un énorme succès au côté du Billboard et de l'industrie musicale aux États-Unis. Ouais. Il a remporté plusieurs disques platine. Il a fait souvent les top 10 des Billboards. C'est un gars qui a eu une grande carrière musicale. C'est un personnage aussi assez unique. Marié, pas d'histoire incroyable, boit pas, prend pas de drogue, tout le temps positif et heureux. Il a fait un film dans les années 80 qui s'appelle UHF, qui a été malheureusement un flop, et c'est le seul film qu'il a fait à part celui-ci. Il est présent dans Weird, The Hal Yankovic Story, mais il y a un deuxième rôle, c'est vraiment Daniel Radcliffe qui est mis de l'avant. Et voilà, je pense qu'on nous a sinon tous les éléments pour comprendre le film. On va faire un tour de table rapidement avant de rentrer dans le vif du sujet. On va commencer par Simon, que j'ai l'impression que tu as probablement aimé ça. J'ai adoré Yes. ça. Mais avant, vu qu'il n'est pas là, je vais lire la critique Letterboxd de Jake Dion. Wow. Parce que je me suis dit, ça va aussi mettre en contexte le Parfait. film. Ça Il dit, OK, pour une raison qui m'échappe complètement, je croyais que ce film allait être un vrai biopic sur Weird Al. Après quelques minutes, j'ai commencé à rire d'étonnement. Ensuite, je me suis trouvé épais d'avoir pensé que ce film pouvait être sérieux. J'ai continué à rire du gag jusqu'à la toute fin. Merci pour ça. Et donné 4 étoiles sur 5. Wow. Moi, j'avais le goût de donner 5 étoiles, mais je me suis calmé un peu. Je l'ai écouté. Je savais que ça allait être pas mal ça, parce que j'avais vu le sketch de Funny or Die. Puis, quand tu regardes le trailer, oui, ça se prend au sérieux, mais il y a Daniel Radcliffe avec une moustache puis une perruque frisée. C'est sûr que ça allait être niaiseux. Puis, je m'attendais à ce que ça soit drôle, mais pas autant. Moi, j'ai ri du début jusqu'à la fin. Gros smile là, tout le long du film. J'ai passé une excellente soirée à cause de Weird Al. Excellent. Gauthier, toi, est-ce que tu as aimé Weird de Yankovic Story? J'ai vraiment aimé ça. Moi aussi, là, comme, tu sais, à chaque fois, à chaque scène, ma réaction était la même. C'était asti que c'est cave. Puis, c'est ça qu'il faut, là. C'est ça le résultat là, que Al Yankovic vise. Puis, tu sais, nous, peut-être que c'est générationnel, mais dans notre enfance, c'est sûr que vous avez déjà vu une parodie de vidéoclip de Weird Al à Musique Plus. Moi, je me rappelle quand j'étais jeune, on tapait là, on se faisait des compilations de ces vidéoclips. Là, puis, j'ai beaucoup été marqué par la scène où il apprend que son père est Amish. Puis, ça ne fait que mettre en place Gangster Paradise ou Amish Paradise qui avait parodié. Puis, ça a été du gros... je sais pas si c'est comme ma nostalgie qui parle ou si c'est vraiment bon, mais je pense que c'est vraiment bon. Ouais, je me suis posé la question moi aussi durant mon écoute. Mais c'est ça, je pense que c'est une excellente parodie de films comme ça aussi. Ça aide. Ouais, c'est les mêmes twerp, les mêmes trucs qui se passent dans les biopics de musiciens où tu as la montée, l'ambition, la déchéance, la chute ou le renouveau vers la fin. Puis ça rit beaucoup aussi de cette technique-là narrative. Toi, Laurent, comment tu as trouvé ça? J'ai eu vraiment beaucoup de fun. Je sais pas c'était quoi mes attentes. Je connais très peu ça, Weird Al. Je connais 3-4 grosses tunes, mettons, mais puis j'ai vu UHF. Mais c'est pas quelqu'un que j'ai jamais suivi ou cherché à en savoir plus tant que ça. Fait que je connaissais pas grand-chose. Au début, j'étais comme, je vais apprendre des choses, mais très vite, je suis comme... Je sais pas, il y a un bout, je lisais, avant de voir le film, j'étais comme, ouais, Weird Al puis Madonna, ils ont daté. Puis là, j'étais comme, peut-être que je dois pas tout prendre pour du cash dans ce qui m'est présenté. Mais, il y a des choses qui sont vraies, ceci dit. Probablement, mais c'est ça, je pense que ça prend pas 5 minutes que... Moi, je pense que c'est ma réplique préférée du film, c'est que c'est sa mère qui dit, bon,
on en a parlé avec ton père, là, puis on pense que ça serait vraiment mieux que si tu arrêtais d'être toi-même puis de vouloir faire les choses que tu aimes. C'est comme, OK, on est dans cette zone-là. Après, moi, je suis quand même très fan du film Walk Hard de Dewey Cox Story avec John C. Reilly, puis je trouvais que c'était... Ouais, c'est pas juste le même genre, c'est pratiquement le même film. Est-ce que les deux sont fun? Oui, sans doute, mais après, c'est ça, je suis pas tant que ça été surpris, mais c'était une ride vraiment le fun et très, très... effectivement, c'est niaiseux. Je suis comme Pablo Escobar, qu'est-ce que ça vient faire là? Ça n'a pas rapport. Je suis comme, tout n'a pas rapport, mais je suis comme, c'est ça, d'une manière, t'acceptes, là, puis t'enjoy the ride. J'ai beaucoup apprécié l'espèce de sérieux frénétique que Daniel Radcliffe a mis à sa performance. Là. Jamais il a l'air de jouer dans une joke. Il est tellement intense puis il se donne vraiment pour le rôle. T'sais. Ça, méga respect. Ça aurait pas marché si c'était pas de ça, je trouve. T'sais. Moi, j'ai adoré. J'ai vraiment eu du fun. Je l'ai écouté en doublé UHF en plus. Après, j'ai écouté Weird. Puis je l'ai réécouté une deuxième fois hier soir pour me remettre dedans, durant la journée, juste pour me mettre dedans, pour essayer de voir les blagues que j'ai dû manquer parce que je pense qu'on en perd beaucoup parce que le film est très low-file, il va jamais dans les excès. Ben, il y en a, mais je veux dire, c'est pas extrême. Là. Et les blagues sont comme subtiles, même dans les tros, ils disent la vie c'est comme une parodie de ta chanson préférée. Quand tu penses que tu sais tout, ben en fait tu sais rien. Puis c'est ça le film, c'est qu'on pense qu'on connaît Weird Al, finalement on connaît rien sur Weird Al, puis même après avoir fini le film, on connaît rien sur Weird Al ou presque pas. Puis, et comme Laurent, je suis rentré dans mon écoute en me disant écoute, je vais apprendre des choses sur lui. Je connaissais pas la zone du film où est-ce qu'elle allait opérer. Et là, attends, mais non, Weird Al il est pas sorti avec Madonna, là, ça n'a pas rapport. Là. Il n'est pas arrivé ça dans la jeunesse. Il n'a pas écrit Beat It. Là. Il n'a pas écrit Beat It avant ça, cette joke-là, je trouve que c'est un éclair de génie là, de faire. C'est lui qui a écrit, puis que là, vu que Michael Jackson sort Beat It, là, les gens vont penser que c'est lui l'original. J'ai fait OK, Chris, que c'est bon. Puis en même temps, c'est comme renvoyer aux gens la critique qui s'est fait dire probablement toute sa carrière. C'est pourquoi est-ce que, puis ils le disent d'ailleurs dans le film, pourquoi est-ce que j'achèterais l'album qui parodie la vraie toune quand je pourrais juste acheter la vraie toune au même prix. Puis ça, c'est tellement comme... C'est tellement précis comme phrase quand ils le disent que je me dis, il s'est fait dire ça, Weird Al, dans sa carrière. Ouais, d'après moi, tout son premier meeting avec label de disque, c'est genre verbatim des choses qui sont... peut-être pas le bout où ils sont comme, t'es vraiment laid, puis tu pues, puis je veux que tu meurs. Non, peut-être pas ce bout-là. Avant ce bout-là, ça a l'air d'être des choses qui s'est fait dire. Mais il joue lui-même l'exécutif de la compagnie de disques. Ça, je trouve que c'est brillant. Il est quand même assez quand l'autre, il commence vraiment, il est rentré dedans, là, tu vois que Weird Al, il est comme... OK, on se calme, là, parce que c'est de lui qui parle. Il y a plusieurs gags que j'ai notés. D'ailleurs, pour les gens à la maison qui ne le savent pas, Weird Al, il y a comme une grosse... Là, ses cheveux sont un peu plus flasques, là, mais il y a les cheveux extrêmement bouclés, frisés. C'est comme il y a un afro. Là. Il y a une moustache, des lunettes, puis il porte des chemises hawaïennes constamment et il joue de l'accordéon. Comment il finit par obtenir l'accordéon dans le film? C'est extrême, mais selon Weird Al, c'est vraiment arrivé comme ça. Il y a des gens qui vendaient des cours d'accordéon porte à porte et c'est comme ça qu'il a appris à apprendre à jouer de l'instrument. Je trouve ça malade. Puis le bout où il va à la sauvette dans un party de jeunes, qui tripe sur la polka. J'avais oublié, c'est bon. La police, elle est arrivée. La police arrive. Ils vont le reconduire chez eux. Nous avons trouvé votre fils dans un party de polka. Oh, non, pas la polka. Il n'y a personne qui fait de drogue, il n'y a personne qui boit, rien. C'est juste du monde qui tripe bien raide sur la polka. Oui. Ils sont super nerds, là. Les filles, ils se parlent, mais la passe d'accordéon sur tel autre album de tel autre band de polka. Je suis comment, mon Dieu? Il y a plein de moments comme ça. Il y a aussi le fait que, dans les choses qui sont réellement arrivées, là, puis il y a une interview au Late Night avec Seth Meyers. Seth Meyers, je l'ai écouté, oui. Puis c'est ça, tu sais, Weird Al, il dit qu'il a vraiment aussi enregistré sa première tune dans la toilette de l'université parce qu'il y avait vraiment une très bonne acoustique. Ça, c'est vraiment arrivé, là. Ça, je trouve ça vraiment drôle aussi, là. Il y a des beaux petits clins d'œil à UHF aussi. Je sais pas si quelqu'un qui connaît pas du tout Weird Al apprécierait le film, là, parce que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de callbacks
à ce qu'il a fait dans sa vie. Là. Mais t'en as trouvé, toi? Moi, j'en ai pas vu tant que ça, des callbacks et UHF. Je pensais d'en voir plus. Il y a un des acteurs qui est là, mais sinon, j'en ai pas vu tant que ça. Il y a toute la passe un peu Rambo. C'est c'est très... C'est très UHF. Là. Je pense que mais ça se tient tout seul aussi en même temps. T'sais. Ouais. Mais tu sais, rendu là, c'est vrai que entre Walk Hard puis ça, tu sais, pour quelqu'un qui connaît pas, par exemple, Weird Al, ouais. je suggérerais d'écouter Walk Hard, parce que ça, sans les callbacks à tout ce que Weird Al a fait, ça devient une parodie de film, de biopic, de pop star. Là. La courbe pour approcher le film est moins évidente, plus difficile, probablement. Plus difficile. Je peux-tu vous partager ma scène préférée? Parce que j'ai comme ri, puis peut-être que Simon, qui me connaît un peu, va comprendre c'est laquelle. C'est tout seul à la piscine? Ouais, man. La scène de party où Weird Al rencontre son héros de jeunesse, qui est Dr. Demento, qui l'invite à aller faire un pool party. Puis tu sais, Dr. Demento a vraiment existé. Il est encore d'ailleurs vivant. L'acteur, il est comme 81 ans. Puis c'est un genre de performer qui faisait de la radio, puis des trucs un peu wacky. Mais c'était pas une superstar. Mais il invite Weird Al à son pool party pour l'introduire, le présenter à d'autres acteurs, d'autres personnes qui ont... toutes des personnalités très 80s. Très 80s. Pee Wee Herman, tout le monde. Elvira, Frank Zappa est là, Ozzy Osbourne, Alice Cooper. Ouais, oui, c'est ça que je voulais dire. Alice Cooper. Il y a, moi, mon caméo favori du film, c'est quand on voit Conan en Andy Warhol. Asti, je suis parti à rire, man. Je l'ai pas vu venir pantoute. Puis au début, je savais pas c'était qui l'autre qui jouait Salvador Dali, mais finalement, c'est Emo Phillips qui est dans UHF, qui est celui qui se coupe le doigt là, dans un... c'est lui! Ouais, pas reconnu. Moi non plus, je l'avais pas reconnu. Il joue du poisson à un moment donné dans une séquence où il faut que Weird Al se prouve au bassiste de Queen, puis ils font une blague sur quoi que personne ne sait c'est qui. Oui, c'est que je l'ai trouvé drôle. Moi, j'aime les biopics où on joue avec l'histoire, puis d'ailleurs, le bassiste l'invite à Live 8, puis il refuse, mais il l'humilie. C'est comme la performance la plus mythique de Queen, historiquement, mais genre lui est comme bande de losers, je vais jamais me pointer là. Mais la tune du générique, je sais pas si vous l'avez écouté au complet. Ouais, j'ai écouté. Comme la seule chose qui est véridique dans tout ce film-là, c'est qu'on est vraiment allé à Live Aid. Là. Je suis comme... c'est con, même. Mais ouais, c'est vraiment une très bonne scène du film. Là. Le nombre de caméos qu'il y a, ça n'a pas de bon sens. Ouais. Puis, tu sais, c'est très inspiré de Boogie Nights aussi, là, la scène de piscine de Boogie Nights. Ouais, non, c'est tellement bon. Yeah. Je voulais que ça dure plus longtemps. Moi aussi. J'aurais pris un film juste là-dessus. Puis, tu vois que certaines personnes n'ont pas filmé leur scène en même temps, mais c'est pas grave. Là, c'est bien agencé. Il y a quelques caméos dans le film qui sont le fun. Il y a Patton Oswalt qui fait aussi son apparition quand Weird Al va faire son premier concert dans un bar punk rock de motards qui se battent. C'est complètement hallucinant, mais il réussit à les convertir. Puis, il tripe vraiment sur sa toune à l'accordéon. I love Rocky Road. Le casting de Rainn Wilson dans le rôle de Dr. Demento, il est malade. Là, on voit des photos du vrai là, puis, plus tard, puis c'est vraiment bien choisi. Là, puis je pense que c'est Dwight dans The Office, là, pour ceux qui ne connaissent pas, là, mais... ça fit au bout, là. Puis on en oublie, en fait, que c'est lui qui jouait Dwight. Malheureusement, je vois tout le temps Dwight quand je vois Rainn Wilson, mais là, à un moment donné, j'ai juste oublié c'était qui l'acteur. Puis il y a une super chimie avec Daniel Radcliffe. Je portais à l'appeler David, je sais pas pourquoi. Puis, pour vrai, là, moi, là, je veux prendre une bière avec Harry fucking Potter, man. Le gars, il a l'air vraiment nice, pour vrai. Il est super bon dans le film. Il se donne à 120%. Et j'ai découvert de quoi? Il est rip, man, ce gars-là. Genre, il est comme rip. Limite, j'étais comme, voyons, Weird Al, c'est sûr, il n'est pas rip de même. Là. Je suis comme... Ben là, non, c'est sûr. Mais Daniel Radcliffe, il l'est. Ouais. Autre moment que vous avez aimé dans le film? Moi, j'ai aimé tout ce qui avait rapport avec Madonna. Je trouvais que c'était tellement prendre une idée puis y aller vraiment loin, tu sais, vraiment à fond. À l'extrême. Le fait que, elle veut
Yankovic bump, mais de la façon qu'elle le veut, c'est tellement extrême. Puis là, à la fin, elle veut devenir... Pablo Escobar. Oui, c'est ça. C'est comme, ah oui, OK. C'est de même, c'est arrivé. Ça m'a bien fait rire. Pouvoir. Ouais. Mais tu sais, Weird Al revient aussi à la vie à la fin. Tu sais, quand elle visite la tombe, ça n'a pas rapport. Man. Ouais, ben, tu sais, c'est ça, juste le film finit qu'il se fait assassiner pendant un gala Oui, Par en Coolio, non, par 85. tu sais. en 85. Alors qu'on l'a vu plus tôt dans le film, tu sais, le vrai Al d'aujourd'hui. Faut qu'on est comme, voyons. La seule chose qui est un peu décevant par rapport à ce film-là, c'est que j'ai l'impression que pour les Canadiens, ils vont devoir le pirater. Il est pas Ah disponible. non, Il moi, est je l'ai disponible écouté sur le directement Roku. sur le Roku Channel. Ah, Ouais. super. C'est juste qu'il y a des pubs, c'est ça qui est plate, Ah, ben là, mais rendu c'était pas bien grave. Là. Est-ce qu'on a besoin d'un abonnement ou c'est gratuit? Non, c'est gratuit. Ah, Quand super. t'as un recul, Ouais, c'est ça. Ah, mais si t'as pas de Roku, qu'est-ce que tu fais? Ah ben là, tu t'en achètes un. T'en achètes. ben, peut-être que... iTunes.videotron.com. Voilà, C'est ça, oui. c'est Tu ça. sais, il est peut-être disponible si tu télécharges l'application aussi, là, tu sais, puis tu l'envoies Bonne sur ta question. TV, là, je sais pas. OK. Moi, j'ai pas mal dit ce que j'avais à dire. Est-ce que vous avez autre chose que vous vouliez comme souligner? Il y a plein de gags. Là, souvent, ça revient. Là, c'est qu'on met... on présente Will Al comme une espèce de dieu de la musique que tout le monde vénère. Tu sais, à un moment donné, je sais qu'il y a Led Zeppelin qui demande à son agent, il dit hey, on est prêt à revenir. Tu sais, le band, on va regrouper le band à nouveau si on peut faire sa première partie. C'est même pas Led Zeppelin. C'est même pas Weird Al qui rouvre pour du Led Zeppelin, c'est Led Zeppelin qui rouvre pour Weird Al. C'est con. Il dit non, je veux pas, il veut même pas. c'est con. Mais C'est ouais, ça, c'est c'est- une belle preuve d'amour, je trouve, par tout ce monde-là qui ont accepté aussi de jouer dans le film. Tu sais, je pense Ouais. pas que ce soit un film avec un gros budget, mais tu vois que c'est quelqu'un Ouais. qui est aimé par Ouais. ses pairs, puis Mhm. tu sais, tout le monde a dû chipper in pour y aller, puis tu sais, c'est vraiment... ça fait du bien de voir que cet artiste-là est reconnu, puis qu'on s'en rappelle, tu sais, puis qu'on Ouais. honore ce Ouais. qu'il fait c'est ce que j'ai. avant qu'il meure. Ce qui est sorti beaucoup des entrevues que j'ai vues, c'est que tout le monde aime Weird Al. Mm. C'est un gars très discret, comme je mentionnais tantôt. Il a fait une entrevue, je l'ai partagée sur le Discord, avec Bill Maher, qui est un commentateur humoriste politique qui fait Real Time with Bill Maher. Et c'est fascinant de le voir aller, pas parce qu'on apprend des choses, mais comment il est capable de détourner les questions et de ne pas réagir à certaines. Et c'est juste Bill Maher qui parle, parce qu'il fume un bat, cependant, là. C'est son podcast. Pendant 1h30, il réussit à... T'en sais pas plus sur Weird Al. Fait qu'entrevue, c'est malade de le voir faire. Puis, tu sais, Bill Maher s'en va dans des sujets très, des fois, houleux, puis Will Al fait juste comme ouais, ok. Mais tu sais, il est pas en train d'acquiescer, il est juste en train de l'écouter, puis de le laisser aller. Puis c'est magnifique à voir. C'est La super. bonne à voir. attitude à avoir avec Bill Maher. Je pense que oui, en effet. Moi, si je le conseille, allez Ouais, vous faire pour vrai, plaisir. c'est vraiment le fun. C'est pas un film révolutionnaire, mais c'est un film qui fait du bien Ouais. et qui va vous amener à sourire, je pense. Puis On est pour tous vrai, d'accord. faites le doublé avec Walk Hard parce que c'est comme le même film, mais pas la même période, tu sais. Ouais. Walk Hard, c'est une affaire plus rock'n'roll, là, les années 50. Tu sais, ça parodie plus ouvertement, Johnny je pense, Cash. le film de Johnny Cash puis de Ray Charles, mettons. Ouais, Alors, c'est puis ça. là, après, tu vas dans Weird, qui est comme vraiment la même affaire, mais dans les 80s, avec des caméos de pas tout à fait le même monde non plus. C'est comme... non, c'est Peut-être une bonne soirée en perspective. Peut-être même un triplé. On va mettre UHF. Weird. Ah ouais. c'est ça, ça peut être bon. Essayez de trouver la version francophone. Elle est vraiment Peut-être fun. même finir ça avec King Kong, parce que faut toujours le placer quelque part. Je pense que ça, c'est juste toujours un toi. monstre géant. Je vois Laurent couché dans son lit avec ses pyjamas de Godzilla. Puis il y a comme un genre de gros Godzilla en toutou. Puis il y a juste King Kong qui joue. Tu sais, c'est ça, Oui, c'est ça. son affaire pour dormir. C'est ton ami. OK. Hey, faites attention tout le monde. Allez vous faire booster si vous n'avez pas eu la chance. Super important avec le fait que là, il commence à faire fret. C'est important. Faites attention à vous autres et les autres. Et on se revoit la semaine prochaine. Ouais, c'est ça. C'est pas beau jeu. Voilà. On va essayer. Bye bye.